Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to the great review, and this is how to build and destroy the largest franchise in the West. And this is meant to be about the Call of Duty series. And this video, I'm gonna be like really invested in this because as a kid, I used to love Call of Duty. I played all of them. I played Call of Duty 2 on the PS2, the big red one, Call of Duty 3, all the way up until Modern Warfare 2 on the PS5. Like that was the last one I kind of checked out at. I was gonna get Black Ops 7 because I saw Menendez was back, but then I saw some gameplay and I didn't really care. But it really is disappointing what they did to Call of Duty. I used to be obsessed with it, especially COD 4, World at War, Modern Warfare 2, Black Ops 2. I was a massive Call of Duty fan, but now I don't really care about the franchise. It really is sad what happened, but the great review is going to break it down about how they took over the world and, you know, where they're at now. So let's get right into it for today. Let's go. 126 actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. Oh, that COD 4 mission. Yeah. Ma génération est remplie de gens qui ont découvert c'est quoi de jouer tous les soirs au même jeu vidéo avec le mode zombie de COD, ou juste avec le mode multi de COD. Yeah, Call of Duty Zombies as well. He's playing 5 there, great map where you can play as the presidents. Oh, and he's using some gameplay as Vicstar in there. Like, this is bringing back some memories. I used to watch so many Call of Duty YouTubers as a kid. Oh. Elle est aussi remplie de gens qui ont découvert c'est quoi de suivre une star et un influenceur sur internet avec les 30 000 youtubeurs qui ont émergé sur Call of Duty. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Elle est aussi remplie de gens qui s'intéressent encore à l'e-sport aujourd'hui et qui bossent encore dans l'e-sport aujourd'hui, j'en connais pas mal, parce qu'ils ont commencé à suivre les stars et les équipes qui se sont créées sur COD. Et l'histoire de COD, qui est quand même la série qui va définir c'est quoi un FPS moderne, est passionnante, et elle contient des entreprises qui pèsent des milliards et qui se mettent des coups de couteau dans le dos l'une à l'autre. Elle contient des petites équipes de développement que personne connaît et qui vont changer le monde. Et étonnamment, elle commence avec un petit groupe de développeurs anglais, perdus dans la campagne, qui sont en train de travailler pour Nintendo. Pourquoi est-ce que Nintendo, au beau milieu des années 80... Wow, I actually didn't know Call of Duty is made by the British. Like, I always assumed it was like an American company that kind of created Call of Duty, if I'm being honest. But that's a really cool origin story here. 90 irait demander à un studio anglais et non pas japonais de lui faire un jeu. C'est parce que ce studio anglais a fait un truc qu'ils avaient absolument pas le droit de faire. Ils ont reconstruit un dev kit. Un dev kit, c'est une machine dont tu as besoin pour développer des jeux sur une console. Ça fonctionne comme la console, sauf que ça se branche sur ton ordinateur et ça accepte de faire tourner des bouts de jeux qui sont pas finis. Donc le niveau que tu as passé la matinée à faire, tu peux l'envoyer sur le dev kit et voir comment il tournerait sur Wii par exemple. Il y a des dev kits qui ressemblent à la console, comme la 360, et il y a des dev kits qui ressemblent pas du tout, comme la Wii. Mais dans tous les cas, ils sont secrets et très bien protégés. Tu peux pas mettre la main sur un dev kit comme ça, tu dois avoir l'accord du constructeur, tu dois signer un contrat, t'engager à ne pas en parler, t'engager à le garder dans un coffre-fort pour qu'on te le vole pas. Pourquoi à votre avis? Parce que les constructeurs veulent surveiller qui peut faire des jeux sur leur console. Imaginez Nintendo, ça fait 30 ans qu'ils essayent de convaincre tout le monde qu'ils sont familiaux et colorés, et ils apprennent un beau jour que quelqu'un a fait sur la Switch un jeu qui est horrible et qui traumatise les enfants. Même s'ils obtiennent que les ventes du jeu s'arrêtent, c'est trop tard, les copies sont dans la nature, le mal est fait. Bref, ces machines qui sont si précieuses et si secrètes, il y a une petite team de développeurs anglais qui s'apprête à en construire une sans l'accord de Nintendo. C'est rare dans leur adorable petit manoir dans la campagne anglaise qui servait de quartier général à leur studio à l'époque, ok? Ils ont fait le truc dans l'ordre le plus difficile. Évidemment, ils n'avaient pas de dev kit. Donc ils ont acheté la NES, qui était la console de Nintendo à l'époque, avec toutes les sécurités dessus, et ils l'ont démontée et étudiée jusqu'à la connaître suffisamment bien pour dire, ok, voilà comment marcherait un... I'm always surprised by how smart some people are, that they can just build their own dev kit just by like taking apart a console and doing it. Like, some people out there are so smart, man. It really is mind-blowing. Dev kit pour cette console. Et ils ont réussi. Et pour prouver que leur dev kit marchait, ils ont développé un jeu qui tournait sur NES. Et tout content d'eux, ils ont pris l'avion pour Kyoto et ils sont allés montrer ça à Nintendo. Et Nintendo a fait, les petits potes, c'est 100% illégal ce que vous venez de faire. Oh no. Mais en même temps, vous êtes trop forts. Donc venez travailler avec nous. Okay, it worked out. That's kind of risky for doing that to Nintendo, to be honest. Une relation privilégiée avec Nintendo.
Et Nintendo a eu tellement raison de faire confiance à Rare. Quelques années plus tard, sur la console d'après, la Super NES, ils vont faire Donkey Kong Oh, I Country, love Donkey Kong qui est Country. l'un des platformers les plus vendus de tous les temps. Ce jeu a fait vendre tellement de Super NES qu'il a créé cette période où, au milieu des années 90, quand ta mère avait la flemme d'apprendre le nom de tes consoles, elle appelait tout des Nintendo. C'est l'heure de manger, arrête ta Nintendo. Vous voyez, ça c'est en partie Rare. Et c'était des années avant qu'il fasse Sea of Thieves. C'était des années avant qu'il fasse cette merveille qu'est Viva Pinata. Rare, c'est des cracks. Pas très longtemps. Yo, Viva Pinata as well. Oh my, he's bringing back so many memories with this video. Après Donkey Kong Country, Nintendo veut encore passer à la console suivante. Ils font la Nintendo 64. Et son truc à elle, c'est qu'elle fait de la 3D. Donc vraiment, on est sur le point de passer de Zelda comme ça à Zelda comme ça. Rare, ils aimeraient bien faire un jeu sur cette nouvelle console. Et Nintendo vient d'obtenir les droits du dernier James Bond, GoldenEye. Oh, a great game here. Trop fort en jeu de plateforme. GoldenEye. Le plan de base entre Nintendo et les boss de Rare, c'est vous allez nous faire un jeu de plateforme James Bond. Sauf que là, il y a un jeune employé de Rare qui s'appelle Martin Hollis qui débarque en disant les amis, c'est plus les années 80. C'est la première fois qu'on peut travailler sur une console qui fait de la 3D. On a une série prestigieuse comme James Bond, vous voulez faire un jeu de plateforme, c'est hors de question. Puis surtout, je sais pas si vous avez suivi l'actualité du jeu vidéo ces dernières années, mais un an avant qu'on sorte Donkey Kong Country, il y a un studio qui s'appelle id Software qui a sorti Doom. Et ce nouveau style là où tu vois la première personne et tu peux tirer sur des gens, tout le monde veut ça. Tout le monde s'arrache ça. C'est ça qu'on doit faire. Si vous voulez savoir comment id Software a convaincu le monde que en fait le FPS ça pouvait être un genre majeur du jeu vidéo, j'ai fait une vidéo qui sert de préquel à cette vidéo sur la chaîne de MGG. Les patrons chez Rare sont du genre à laisser expérimenter, et Nintendo, ils sont à 10 000 km de la campagne du Leicestershire et ils en ont pas grand chose à carrer de James Bond. Et donc, Martin et son équipe obtiennent l'autorisation. Et donc un petit groupe, composé que de débutants qui n'ont jamais fait de jeu avant chez Rare, commence à développer ce qui va être le premier grand FPS console. And what a great decision that was. I mean, GoldenEye is still an amazing game today, but back in the day, it's revolutionized the gaming industry. And it could have just been a generic platformer. And there are some great platformers. Obviously, don't take me dissing platformers with that statement. But what they did with this game, wow, like, it almost didn't happen, but thankfully it did. Et maintenant, c'est à eux de trouver comment on fait pour jouer à un FPS à la manette, ce qui n'a pas vraiment été fait avant. Ça aide pas que la manette de N64 soit cette abomination à choisir. Il y a un seul He's joystick. right about the Donc, à choisir, controller vous here. préféreriez viser avec le joystick, mais vous devez bouger avec les flèches directionnelles, ou l'inverse. Vous bougez au joystick, mais vous devez viser à la flèche directionnelle. Parce qu'il va falloir faire un de ces deux choix si vous voulez jouer à GoldenEye. Les devs de Rare ont compris sitôt qu'il fallait en fait avoir deux joysticks sur la même manette pour jouer confortablement à un FPS sur console, qu'ils ont créé la config double manette où tu peux brancher deux manettes de N64 et utiliser les deux joysticks en même temps. Ça marche, hein, t'as juste l'air extrêmement bête. Maintenant même s'ils avaient eu une bonne manette avec deux joysticks, il restait un énorme problème qui est que tu peux pas faire au joystick ce que tu peux faire à la souris. Ok, Doom et Quake, les jeux d'id Software, c'est des jeux qui vont à 1000 à l'heure. Il faut pouvoir regarder en haut, derrière, en bas en une fraction de seconde, il faut pouvoir regarder à ses pieds, tirer, faire une explosion, se propulser, aller chercher un objet, il faut pouvoir faire un flic, se retourner, c'est absolument injouable à la manette. Il n'y a pas cette nervosité sur un joystick. Ils ne concurrenceront jamais id Software en nervosité. Alors qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils rendent les balles plus brillantes. C'est vrai, vous voyez ces posters ? Les balles brillent parce qu'on veut que vous voyez vraiment qui se fait tirer dessus, alors que dans la vraie vie, les balles, ça ne brille pas. I mean, that's a good point, C'est yeah. pareil. On voit vraiment quand on se fait tirer dessus, on voit quand on tire sur les gens, c'est tout bête, mais rend les balles brillantes et ça donne un côté fusillade de fou. C'est la même technique qu'au cinéma. Oh, Et on something entend les balles simple but ricocher contre les murs quand small. elles frappent I le love métal, to ce see qui est un that. niveau d'attention aux détails qu'on n'avait jamais vu avant, parce qu'ils ont passé un an sur ces bruits. Il y a entre 7 et 9 sons qui se superposent à chaque fois qu'une arme tire, et vous, ça vous fait vous dire « Oh, mais ça fait extrêmement vrai !» Et les ennemis font des grands bonds exagérés en arrière, très cinématiques quand ils prennent une balle. Et les missions vous demande pas juste de tirer des gens, on vous envoie avec une raison, il faut saboter un truc, il faut voler un document. Et les niveaux sont pas juste des couloirs marrons, c'est des endroits que vous avez vus dans les films. Et on vous fait faire des trucs que James Bond ferait, percer un mur avec une montre laser, conduire un tank, vous commencez à voir ce qu'ils essayent de faire. Ils jouent pas principalement sur la nervosité, ils jouent principalement sur l'immersion. Et franchement, quand on t'envoie sur une frégate pour libérer des otages et que tu cours dans les cursives avec la musique du film qui joue à fond, ça n'est vraiment pas gênant de pas avoir la nervosité d'une souris. Ça marche extrêmement bien, et GoldenEye se vend par millions, et après avoir fait le troisième jeu le mieux vendu de l'histoire de la Super Nintendo, Rare fait le troisième jeu le mieux vendu de l'histoire de la Nintendo 64. Et donc, Wow. qui a amené le FPS sur console ?
Ce n'est pas I didn't think GoldenEye sold that much, like more than Legend of Zelda. That's really impressive. I mean, it is a great game, it even holds up today. And the movie as well was great. Like GoldenEye had a great film and a great movie. I feel like that's always the best combo. Sony, ce n'est pas Microsoft, ce n'est pas Activision, c'est Nintendo en commandant GoldenEye à Rare. L'histoire est déjà improbable de base, mais c'est sur le point de devenir encore plus bizarre. Au fur et à mesure que GoldenEye devient un classique, il se répand dans des millions de foyers, et un jour, un après-midi, il y a un gosse de 12 ans en train de jouer à GoldenEye dans son salon. Sauf que ce gosse s'appelle Max Spielberg. Oh. Et au même moment, il y a son père, Steven Spielberg, qui débarque dans le salon et qui s'avachit sur le canapé, et qui regarde son fils jouer. Bon, je le dis au cas où, Steven est un réalisateur de cinéma qui a fait 2 ou 3 trucs plutôt célèbres et il a toujours beaucoup aimé les jeux vidéo. C'est devenu évident pour tout le monde quand il a fait Ready Player One, mais c'était le cas dès le début. D'ailleurs, dans son studio DreamWorks, il y avait d'entrée une section jeux vidéo qui s'appelait DreamWorks Interactive. Maintenant, vous connaissez aucun des jeux de DreamWorks Interactive parce qu'ils ont tous flop. Il y a ceux qui ont flop parce qu'ils étaient trop bizarres pour plaire au grand public, et ceux qui ont flop parce qu'ils essayaient de faire des trucs que la technologie permettait clairement pas encore. Mais c'était pas de mauvais jeux, c'était pas bâclé, c'était des jeux extrêmement ambitieux, juste... Ouais, peut-être trop. Et à ce moment-là, Steven est un peu déprimé. Parce qu'aucun de ces jeux marche, et DreamWorks Interactive perd énormément d'argent. Mais cet après-midi-là, sur son canapé, quand il voit son fils jouer à GoldenEye, il voit les balles brillantes, il voit les bruits d'ambiance, il voit les objectifs de mission, il voit l'immersion, il a l'œil du réalisateur, il crame ce que Rare est en train d'essayer de faire. Il réalise qu'avec les moyens de l'époque, on peut mettre énormément d'immersion dans un jeu vidéo. Et je pense qu'à ce moment-là, il a vu le potentiel du FPS en général. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, il a vu tout ce que le genre pourrait faire dans les années à venir. Yeah, look how far gaming has come from GoldenEye. Halo, let's go. Battlefields. Et donc, sans surprise, quelques jours plus tard, il débarque chez DreamWorks Interactive et il dit les petits potes, on va faire un FPS. That's actually a pretty cool intro. Donc il leur dit on va faire un jeu de tir, et ça va être très sérieux, très dramatique, sur la Seconde Guerre mondiale. Exactement comme le film que je viens de terminer de faire, il faut sauver le soldat Great Ryan, film. mais avec un autre nom, parce que j'ai pas envie de réutiliser la marque, il faut sauver le soldat Ryan. D'ailleurs je connais déjà le futur nom. And who remembers in Call of Duty World at War where there was like an achievement saving Private Ryan? So that was like a little Easter egg there. Pour ce jeu, ça va être le nom de la récompense la plus prestigieuse qu'un soldat américain puisse Oh, obtenir. Medal Ça of va s'appeler Honor. Medal of Honor. I forgot all about this franchise. Medal of Honor, voilà un nom qui rend tout un tas de gens extrêmement nostalgiques. Les jeux de guerre à la Call of Duty ont commencé avec cette franchise. Et ça se voit à l'époque que Spielberg a vraiment été impressionné par GoldenEye. On bouge comme dans GoldenEye, on tire comme dans GoldenEye. Le problème est qu'au lieu de sortir sur la jolie Nintendo 64, Medal of Honor sort sur PlayStation 1, qui est genre au moins 2 ans plus vieille, qui peut pas faire exactement les mêmes choses. Le jeu est pas capable d'afficher quoi que ce soit à plus de 4 mètres. Ce qui n'est pas un problème quand on tombe sur les ennemis au détour d'une ruelle, ça paraît normal, mais si on vous met dans une zone ouverte et qu'ils se mettent à apparaître sous votre nez quand vous êtes à 4 mètres 2, c'est un problème. Et d'ailleurs, là vous êtes en train de voir pourquoi beaucoup de jeux de cette époque ont que des niveaux tout étriqués. Dans ce jeu où ils peuvent rien afficher à plus de 4 mètres, ils ont mis une mission sniper. That Ils ont seems mis like une a mission good sniper idea, où right? ta seule option est de marcher jusqu'à être à 3 mètres des ennemis. Mais là tu les vois et là tu les no-scope, je suppose. L'autre problème c'est, vous vous souvenez de GoldenEye qui avait qu'un seul joystick et donc tu devais savoir pourquoi tu t'en servais? Ok. Laissez-moi vous montrer une manette de PS1. Oh. Ouais. Donc comment ça se joue? C'est extrêmement simple. I always forget about the PS1 controller not having the joystick because I mainly started on the PS2. So that's kind of what I think of the controller, just in a different color. But yeah, that's kind of crazy playing on the D-pad. Déplacer avec les flèches directionnelles. Ce qui est déjà nul. Hein. Et si vous tirez, ça tire tout droit devant vous. Et si à un moment vous voulez être plus précis, vous vous arrêtez, vous passez en mode visée et maintenant vous contrôlez l'arme avec les flèches. Donc ouais, c'est un véritable enfer. Mais bon, le truc qui est bien, c'est que même à cette époque où les studios pataugeaient comme jamais pour amener un genre nouveau sur console et où la technique et même le matériel étaient à la traîne, déjà à l'époque, la musique était merveilleuse. Ça a peut-être aidé que la musique de James Bond soit incroyable de base, mais honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas besoin de dire à Spielberg qu'une grande œuvre doit avoir une grande soundtrack. Et cette fois, c'est pas l'électro-funky jazz à la James Bond, non, ils veulent donner l'impression que c'est un grand film de guerre, donc ils font une grande soundtrack de film hollywoodien, très John Williams en fait. Et ça marche super bien. Et quand t'es en train de flinguer un SS perché sur son U-boat à grands coups de garande, et qu'il y a ça qui joue à fond dans tes oreilles,
On a l'impression d'avoir tapé l'incruste dans Il faut sauver le soldat Ryan. Oh wow, the soundtrack is actually really good for this game. I never played it on the PS1. I only played the ones on the PS2. And I know now it doesn't look that great, but I can imagine at the time, with this soundtrack, you'd feel so cool playing this. Medal of Honor a donné raison à Spielberg, parce que la première fois qu'il est rentré chez DreamWorks en disant les amis on va faire un jeu de guerre, tout le monde s'est moqué de lui en lui disant frérot tu connais pas les jeux vidéo, les jeunes ils aiment la magie, les zombies, les mondes fantastiques, personne veut d'un jeu réaliste sur la guerre. Medal of Honor s'est bien vendu, donc... I mean, Pete, we do like those things. They're not wrong, but we also like shooting and war games. Like, Spielberg was right. He definitely was right. Il a donné raison à Spielberg, il a identifié un marché qui, dans quelques années, va être littéralement le plus gros marché sur cette terre, et il est le vénérable ancêtre de 100% des jeux dont on va parler jusqu'à la fin de cette vidéo. Malgré tout ça, DreamWorks est ruiné quand même. Enfin, la section jeux vidéo de DreamWorks, parce que les 16 jeux précédents étaient des jeux pâte à modeler qui, étrangement, se sont pas si bien Yeah, I've vendus que never ça. even heard of these La games. mort dans l'âme, Spielberg et ses associés doivent vendre la section jeux vidéo de DreamWorks à EA. Oh, I love that intro though. Historiquement, EA est l'un des plus anciens et probablement l'éditeur de jeux vidéo le plus important du monde. Ils récupèrent Medal of Honor, ils récupèrent les développeurs qui travaillaient chez DreamWorks Interactive et ils leur font mais écoutez, c'était super bien Medal of Honor, ça vous dirait pas de nous faire une suite? Et donc en l'an 2000 sort Medal of Honor Underground. Et pour la première fois, un jeu de guerre réaliste, shooter console devient une licence, une saga. C'est toujours fait par DreamWorks Interactive, même si maintenant ils sont là. Yes, I played Frontline and Rising Sun. They're the two I definitely remember playing. Propriété non plus de Spielberg mais de EA. Et observez dès la première mission, seulement dans la première mission malheureusement, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous débarquez, vous tirez sur 2-3 SS, normal, tout se passe bien, et vous tombez sur un pote. There isn't much time. Follow me and watch your back. Militia are everywhere. Ça va changer la donne parce que jusque-là on avait compris qu'il fallait faire attention aux environnements, faire attention au niveau, soigner les sons, soigner les images, soigner les décors pour essayer de donner quelque chose de cinématique, mais il y a un truc qu'ils n'ont pas encore fait, Medal of Honor, c'est créer un moment. Genre vraiment aligner l'image, le son, le scénario pour créer un instant vraiment cinématique. C'est extrêmement dur à faire dans un jeu vidéo. J'ai une vidéo entière de 45 minutes juste sur à quel point c'est dur à faire ça. Et là, Oh wow, I need to check this out, that vous video. faites toute la mission avec lui, vous le couvrez quand il est en train d'ouvrir une porte et qu'il met 20 minutes et qu'il y a 30 nazis qui arrivent dans le couloir. Et à la fin, vous trouvez le camion. Et Jack monte dedans. Et le camion explose. Et au moment où vous comprenez que votre pote est mort, là, la musique dramatique se lance. À cet instant, c'est sûr que les développeurs de DreamWorks Interactive, ils ont compris c'est quoi leur job. Dans une campagne, leur job, c'est de créer des instants dont les joueurs vont se souvenir. Bon, il y a deux petits problèmes. D'abord, ils vont plus jamais le faire jusqu'à la fin du jeu. Ils s'étaient vraiment déterrés que pour la première mission. Et deuxièmement, ils s'y sont pris beaucoup trop tard pour leur moment dramatique. C'est-à-dire que la fin du niveau est 2 mètres plus loin. Donc la musique dramatique se lance, vous avancez de 2 mètres et c'est fini. Oh. A good effort, but yeah, it didn't really Mention stick the spéciale aussi landing. à cette mission où vous trompez les Allemands en vous en passez pour une touriste. Nice to meet you. I do come on a poop. Vous savez comment ça That's s'appelle actually ça? kind of funny. Un photoshoot. Oh. Bref, Medal of Honor se vend bien. Commence à y avoir des fans un petit peu partout sur Terre. Et là, EA se sent assez en confiance pour dire écoutez les potes, 90% des joueurs de FPS sont toujours sur PC. Ça vous dirait pas qu'on aille les chercher? On est capable de faire des jeux assez bons pour convaincre les gens d'y jouer alors qu'ils sont avec des manettes qui sont pas faits pour. On doit pouvoir s'en sortir si on va sur PC.
Mais faut faire les choses bien. On va pas juste prendre un Medal of Honor qui existe déjà et le porter sur PC. On va demander à un studio de nous faire spécifiquement un Medal of Honor pour PC. Et comme on est EA, on a plein d'argent, on est respectable, on va aller voir les meilleurs. On va demander à id Software de nous le faire. EA va voir id Software. Est-ce que vous pourriez nous faire un Medal of Honor PC? id Software fait flemme, frérot, flemme plus pas le temps. On est id Software, on est en train de travailler sur Doom 3, le monde entier attend Doom 3, vraiment pas envie de passer 2 ans sur ton jeu de guerre qui est joué par 3 personnes. Mais on est des gens adorables, on va vous conseiller un studio qui pourra faire votre Medal of Honor PC. Ça s'appelle 2015 Inc. Vous devriez vraiment aller les voir, ils sont très très forts. Et au moment où id Software a recommandé 2015, je pense honnêtement que EA a cru qu'on se moquait d'eux. Personne connaît 2015. I haven't heard of them, Pas de but réputation, ils ont pas fait un jeu bien avant. C'est un petit studio perdu au fin fond de l'Oklahoma. C'est genre 15 gars au fin fond de l'Oklahoma qui ont fait que des jeux avec 0 de budget jusqu'à maintenant. Ça devait vraiment ressembler à une arnaque. Mais ça l'était vraiment pas. 2015 Inc., c'est les gens les plus importants de toute cette histoire. Et si vous avez joué à Call of Duty à un moment dans le passé, vous les connaissez sous un autre nom. Là où c'est miraculeux, c'est quelqu'un chez id avait réalisé malgré leurs $2 de okay, so I'm assuming that either Treyarch or Infinity Ward, if I had to guess. budget chez 2015 que c'était des cracks, qu'il y avait beaucoup de potentiel sous leur jeu éclaté. Il avait probablement lancé des jeux comme Sin, et il s'était dit, ok, bon, ils ont pas d'argent, donc ils ont les pires doubleurs de la planète. Every now and then we get a little lip out of the doctor. Yeah, well, if he gets out of line again, just smack his daughter around a little more. That should shut him up. Mais d'un autre côté, au lieu de juste faire un fondu au noir pour sortir de cette cinématique, ils font cette espèce de petit mouvement pour aller sur le phare, et bam, fondu, et bam, le phare devient le soleil dans le ciel, et bam, les voitures passent, et en fait, c'est la voiture du héros, ta. Je veux dire, c'est pas grand chose, mais la caméra vient déjà de faire plus de trucs que dans Medal of Honor. I do love a good transition. Et donc, à nouveau, ils ont pas d'argent, donc leur bruit de dérapage, il dure 1 seconde. Mais ils ont tout un tas de petites astuces rigolotes, genre ça coûte pas cher de couper les lumières dans un niveau et de te mettre une arbalète luminescente entre les mains, ça fait des trucs jolis. Ils ont tous ces petits trucs qui ont fait se dire à quelqu'un chez id, ok, ils ont pas une thune, mais ils ont le sens du spectacle. Et miraculeusement, EA a écouté les recommandations de id. Et donc pour la première fois de leur histoire, les gars de chez 2015, ils ont de l'argent, ils ont une vraie commande, et ils doivent faire un Medal of Honor pour PC. Et ce jeu qu'ils vont faire là est la raison pour laquelle vous avez Code en fait. Oh. Medal of Honor Allied Assault sort en 2002 sur PC donc et démolit tous les autres jeux de guerre existants. Yeah, you can see the massive Regardez, ça ouvre sur quoi? difference. Ça ouvre sur un sergent instructeur qui vous hurle dessus pour vous apprendre les mécaniques de base du jeu. Ce délire de le didacticiel, c'est un parcours du combattant qu'il y a dans genre tous les jeux de guerre après pendant 25 ans, c'est 2015 qu'il a inventé. Le début, la première image de la première mission, c'est quoi? Est-ce qu'on vous largue? Yeah, because that was an iconic part of the Modern Warfare franchise, I'd say, especially Call of Duty 4 and Modern Warfare 2. Au début d'un niveau ou sur une route, comme dans tous les jeux qui sont avant. Non. On vous met à l'arrière d'un camion, avec cet angle, sur vos potes, parfaitement cadré, pour faire comprendre que vous êtes avec une unité et vous essayez de passer incognito derrière les lignes ennemies. Et après, la caméra se retourne avec parfaitement le bon angle pour réaliser que les Allemands vous ont grillé, et pour voir ce mec avec ce lance-roquette qui fume la moitié de ton unité. Oh, what a great introduction. Il y a tellement de choses dans cette campagne de Allied Assault qui vont devenir genre des classiques du FPS grand spectacle. La mission en véhicule, la mission en sniper avec un pote à la radio qui te dit ok on tire dans 1, 2, 3, la mission d'infiltration de nuit avec des armes silencieuses genre. Et puis il y a les variétés de décors, on passe du désert à la neige sans arrêt, et puis il y a le fait d'être toujours avec une escouade. Ça ne fait pas vrai d'être tout seul contre 12 000 Allemands, et donc pour la première fois, il y a toujours une escouade. C'est aussi à ça que sert le premier angle au début de la toute première mission. Il y a des gens autour de toi. Aussi, la quantité de références à Il faut sauver le soldat Ryan qu'il y a dans cette campagne, c'est une dinguerie. Ces gens sont plus fans de Spielberg que les mecs qui bossaient pour Spielberg. Bref, de toute évidence, 2015 a compris qu'ils étaient là pour faire du cinéma et qu'il n'y avait aucune raison de s'arrêter pour quoi que ce soit. Ils peuvent prendre n'importe quel angle, ils peuvent te mettre dans n'importe quelle situation, ils peuvent enlever les ennemis. Like, this really does build up the tension here. Ils peuvent enlever les ennemis. Ils avaient besoin d'une grande scène choquante dont les gens allaient se souvenir. Ils ont pris le moment le plus mémorable de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pris le débarquement en Normandie.
To play through such an iconic event in a video game, though, is always cool, isn't it? Et vous arrivez sur la plage, et vous courez d'une protection à l'autre, et vous aidez le docteur à tirer les blessés, et vous rejoignez votre capitaine, et vous vous battez avec personne. Il s'est écoulé à peu près 5 minutes au moment où vous tirez la première balle dans cette mission. En temps normal, dans un Medal of Honor, la moyenne avant de tomber sur un ennemi, c'est 10 secondes. Là, il s'est écoulé 5 minutes. Et 2015, on n'a rien à carrer. Ils sont en train de faire du cinéma. Ils savent que ça va plaire. Ils ont évidemment raison. Les ventes de Medal of Honor et Allied Assault sont dingues. Le jeu perce pour de vrai. Et là, EA fait quelque chose de stupide. Of course they did. Of EA les course. abandonne. EA débarque en disant merci beaucoup d'avoir fait de notre série un hit. Maintenant, on va tout développer en interne, et vous n'allez plus avoir de travail. Même les extensions pour Allied Assault que vous venez de faire, on va les faire en interne. On va tout confier aux gens qui travaillaient chez DreamWorks Interactive avant, et qu'on a recruté, les gens qui ont fait Medal of Honor 1. Of course. EA, once again, like EA, they do some amazing games, don't get me wrong, but they always find a way to add microtransactions, do some scammy stuff, not treat the developers right. It always happens with EA. I mean, it happens with a lot of companies now, but EA seem to be behind a lot of stuff that happens that bad. Et le deuxième, ils vont tout faire, ils vont faire les suites, ils vont faire les DLC, vous avez plus de travail, dommage. Et je comprends qu'EA, ils sont pas là pour devenir potes avec des gens, que c'est le business, que c'est le monde des affaires, mais c'était profondément stupide. Pourquoi ? Parce que EA, ils sont pas seuls dans le marché. Il y a d'autres éditeurs en embuscade qui attendaient d'avoir leur chance et qui aimeraient bien récupérer une équipe extrêmement forte. Et donc Activision, Activision, dirigé par Bobby Kotick, figure sulfureuse dont on va parler beaucoup dans cette vidéo, surgit des ombres en disant bah alors 2015, vous êtes au chômage ? Vous vous êtes fait complètement abandonner ? Est-ce que ça vous dirait pas, vous quittez 2015 ? Là, tous les développeurs talentueux qui viennent de faire ce Medal of Honor, vous quittez 2015, de toute façon votre patron il sert à rien, vous venez dans un studio que je vais fonder avec vous. Moi Activision, moi Bobby Kotick, et vous, on va faire un studio ensemble et on va faire un jeu qui va faire regretter à EA de vous avoir abandonné. Ce studio, cofondé avec Activision et qui va devenir la nouvelle maison des gens de chez 2015, s'appelle Infinity Ward. Oh, of course. Et le jeu sur lequel ils se mettent à travailler avait tellement pour but de détrôner Medal of Honor que pendant au moins la moitié de son développement, son nom de code c'était Medal of Honor Killer, jusqu'à ce qu'il trouve son nom définitif. Que vous connaissez. That's crazy. It's called the Medal of Honor Killer, whereas then a lot of games were supposed to be the Call of Duty Killer, weren't they? So it's kind of crazy just the way things work out like that. C'est probablement. Call of Duty 1 est sorti en 2003 et a instantanément récupéré de meilleures notes dans tous les sites spécialisés que l'épisode de Medal of Honor qui est sorti cette année-là. C'est Medal of Honor et Allied Assault avec encore plus de budget, c'est des missions extrêmement scénarisées, en escouade, avec un énorme focus sur la mise en scène et le but c'est de créer le plus de situations marquantes possible. C'est vraiment l'école I actually didn't play this 2015 one. Inc. Ils ont compris que la mise en scène est d'autant plus marquante si le joueur est au centre des événements. La toute première mission, on nous parachute dans un village français, et c'est très calme, et on tue un garde, puis 2 gardes, et c'est seulement quand on pose l'antenne que tout implose, qu'il y a les sirènes qui sonnent, les renforts allemands qui arrivent, les alliés qui se parachutent autour de nous, embuscade, maison qui explose, vous voyez, c'est un truc qu'on a déclenché. Il y a 2 trucs dans Call of Duty qui n'étaient pas dans Medal of Honor et Allied Assault, ceci dit. D'abord, on voit les noms des PNJ quand on les regarde. C'est un truc qui va rester par la suite parce que c'est bête mais c'est efficace. That is a really cool change, and obviously it makes you get to know the characters a lot more intimately, which is a great addition right here. See, I bet EA really are annoyed they didn't bring these guys back. Idiot qui vient de marcher sur une Claymore, c'est pas juste un PNJ, c'est Private Miller, ça change tout. Je l'avais vu depuis le début de la mission, Private Miller, je suis un petit peu abattu. Le deuxième truc, ça c'est important, ça va faire beaucoup parler dans les cours d'école, c'est pendant la première heure vous jouez un soldat américain, et puis soudain vous finissez une mission et vous vous retrouvez dans la peau d'un Britannique. Et genre 1 heure après encore, on vous met dans la peau d'un Russe. Et ça va être retrouvé dans 12 milliards de campagnes après. Avoir plusieurs personnages qui donnent leur vue entremêlée de la guerre, c'est le genre de truc, c'est du même niveau que le gars qui a décidé de vendre un truc à 9,99 au lieu de le vendre à 10 un jour. C'est le genre d'idée de génie, ça coûte rien à implémenter parce que tous les personnages se jouent pareil, et ça te donne tellement de liberté dans ta campagne, ça te permet de mettre la Normandie et la bataille de Stalingrad dans la même campagne. Tiens, en parlant de la bataille de Stalingrad d'ailleurs, j'ai fait cette mission quand j'avais 8 ans chez un pote.
C'est une mission, c'est vraiment la mission où il se passe rien pendant 10 minutes, on t'envoie au front sans armes. Tu peux tellement pas te battre qu'on te met 3 balles dans les mains et on t'envoie au front comme ça. Et je m'en souviens tellement elle m'a marqué cette mission. J'avais été choqué que les commissaires puissent tirer sur leurs propres hommes. J'avais été choqué qu'on m'envoie au front sans fusil. Et vraiment cette philosophie de ils sont pas vraiment là pour tirer, ils sont surtout là pour voir du spectacle a extrêmement bien marché parce que j'avais pas besoin du let's play sur YouTube pour me souvenir de cette mission 20 ans après. Wow. See, I never played this game, so I actually missed out on that. Le Medal of Honor qui sort cette année-là, Medal of Honor Rising Sun. I didn't mind this game. Les jeux sont relativement semblables, mais il est moins impressionnant sur tous les points. Les missions sont moins spectaculaires et on est beaucoup plus souvent seul. Il n'y a pas le côté escouade, il y a moins de PNJ en même temps, il y a moins de cinéma. Et les deux jeux se ressemblent, c'est vraiment le même genre de jeu, mais c'est marrant comment avec quelques bonnes idées de mise en scène, 2015, enfin Infinity Ward a vraiment réussi à ringardiser tout le monde. Genre tu joues à leur Call of Duty et juste après tu joues au Medal of Honor qui vient de sortir. And like you can even just compare the gameplay and the Call of Duty just looks so much faster and more smooth and just better overall just from not even playing Call of Duty 1 and you compare the two, you can see the big difference. T'as l'impression d'avoir fait un bon 5 ans en arrière. Sur des trucs aussi bêtes qu'il n'y a pas Private Miller qui te crie dessus genre. Tout ça est possible parce que 2015 ils sont brillants, tout ça est possible aussi parce qu'il y a Bobby Kotick qui est en train d'envoyer argent infini. Bobby Kotick qui a d'ailleurs loué les 3/4 des panneaux publicitaires des États-Unis, il travaille vraiment. Pourquoi est-ce qu'il est aussi généreux avec le projet ? C'est parce qu'il est sur le point de devenir le propriétaire du projet, l'ami Bobby. Le deal qu'il avait avec Infinity Ward, c'est ok, à la base, quand on fonde le studio, Activision est d'office propriétaire de 30% d'Infinity Ward. Mais il y a une option dans le contrat qui dit que si j'en ai envie, c'est-à-dire si la licence Call of Duty marche bien, j'ai le droit d'acheter les 70% qui restent à un prix qu'on a déjà déterminé à l'avance. Vous ne pourrez pas demander plus après. Et c'est 5 millions de dollars, ok ? Donc vraiment, c'est un deal genre, ok, je vais rincer votre copie de Medal of Honor, mais si ça marche, je rachète tout. Et personne ne peut m'en empêcher. Le lendemain de la sortie de Call of Duty, il faut reconnaître à Bobby Kotick qu'il a vraiment le nez pour ça, le sens des affaires. Il n'a pas besoin d'attendre les chiffres de vente, il n'a pas besoin d'attendre les résultats des tests. Le lendemain de la sortie du jeu, il sait que le produit est bon, il fait jouer son option, il achète l'intégralité d'Infinity Ward. That is a great price. Vous vous rendez compte pour 5 millions de dollars ? Quasiment à la même époque, Activision, donc toujours Bobby Kotick, a essayé d'acheter id Software pour 105 millions de dollars. Et id Software a refusé. Mais donc ils ont failli avoir les gens qui ont fait Doom pour 105 millions, et ils ont eu les gens qui font Call of Duty pour 5 millions. What a great value, ok, man. on a mis 30 minutes à arriver ici, mais maintenant tous nos acteurs ils sont à peu près en place. On a Bobby Kotick, Activision, Call of Duty, très très bien. On va pas passer le restant de la vidéo à faire un résumé de chaque épisode de Call of Duty, Black Ops 2, Black Ops 3, flemme, pas envie. Ce dont on va parler maintenant, c'est comment tous les acteurs de notre petite vidéo ont collectivement pété un plomb quand ils ont réalisé qu'ils avaient la licence la plus rentable du monde entre les mains. Et ça a évidemment commencé avec une magouille de Bobby Kotick. Et donc c'est, je pense, le bon moment de vous raconter l'histoire de Spark Unlimited. Yeah, I'm not really familiar with them. Bobby fonde également et à qui il confie aussi Call of Duty. Parce que même si à l'extérieur ils prétendaient avoir une entière confiance en Infinity Ward, en vrai à l'intérieur ils se disaient si jamais leur Call of Duty 1 il flop, je limite mes risques en confiant la série à un deuxième studio. Et peut-être que ce deuxième studio fera un hit. Bien sûr il n'est pas suffisamment bête pour les faire s'affronter sur la même licence, sur la même plateforme, donc Infinity Ward fait Call of Duty sur PC. Et Spark fait Call of Duty sur that's why console. there were two different versions. D'ailleurs, Yeah. il y a exactement la même idée. Ils avaient peur que Medal of Honor perde en engouement. Sauf que eux, au lieu de donner Medal of Honor aussi à un autre studio, ils ont carrément créé une autre série de guerre pour concurrencer chez eux Medal of Honor. Et c'est comme ça que Battlefield est né. Oh. Bref, Bobby Kotick a formé Spark Unlimited en volant des employés à EA, en volant des gens qui travaillaient sur Medal of Honor. Le truc c'est qu'il avait le droit de récupérer 2015 parce que 2015 il s'était fait abandonner, mais il avait archi pas le droit de débaucher la moitié des développeurs de Medal of Honor pour faire Spark. Donc il s'est pris un procès et il a perdu et il a dû payer 800 000 $. Donc l'aventure Call of Duty sur console commence avec un procès d'EA et une dette. I mean, if you're getting the developers who work for Call of Duty and you only have to pay a fine of 800,000, I would say that's pretty good value in my opinion. De 800 000 $. Pour l'instant, c'est la faute de Bobby Kotick, mais ça va rapidement devenir la faute de Spark. Parce qu'ils vont se rater sur le choix du moteur. Le moteur c'est trop important, c'est le logiciel sur lequel on fait le jeu. Vous l'ouvrez et vous commencez à disposer les arbres, les bâtiments, le terrain, vous donnez forme à votre jeu. Tout le monde doit choisir un moteur quand il fait un jeu. Parce que l'alternative c'est coder les principes de base de la physique de zéro. Si vous voulez faire un dessin sur ordinateur, est-ce que vous préférez lancer un logiciel comme Photoshop ou est-ce que vous préférez passer 4 ans
à développer de zéro un logiciel qui comprend c'est quoi un pinceau, genre, ou de la couleur. Vous Oh. préférez lancer Photoshop. Évidemment, vous préférez lancer Photoshop. C'est pareil pour les gens qui font des jeux vidéo. Tout le monde préfère lancer un logiciel et pouvoir directement mettre des arbres dedans et des cailloux dedans et commencer à écrire des quêtes, plutôt que de passer 4 ans à développer un truc qui comprend c'est quoi les trucs de base comme la lumière ou la gravité. Malheureusement, Spark Unlimited avait choisi pour stocker tous ces objets une base de données qui marchait pas du tout, qui était pas du tout compatible avec le moteur qu'ils utilisaient pour faire le jeu. Et donc ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'ils voulaient rajouter un asset dans le jeu, à chaque fois qu'ils voulaient rajouter un objet, genre une pierre, l'ordi bloquait et chargeait pendant une semaine. Il fallait garder l'ordinateur allumé une semaine pour qu'il accepte d'importer l'objet. Donc un arbre, paf, une semaine. Un buisson, une semaine. I do feel bad for them. Dans ces conditions. I can kind of relate with Maintenant, my quand il computer. t'arrive ce genre de problème, généralement ce que tu fais, c'est tu appelles les gens qui ont conçu le moteur et ils font une espèce d'assistance technique. C'est compliqué à utiliser les moteurs, t'as souvent besoin d'appeler les gens qui l'ont fait pour au secours, le moteur met une semaine à accepter que je rajoute un arbre. Qu'est-ce que je peux faire? Là où les déboires de Spark Unlimited passent de un peu triste à franchement hilarant, c'est que la boîte qui avait fait ce moteur s'appelle Criterion. Et Criterion, ils ont été rachetés 3 semaines plus tôt par EA. Oh, what bad timing. Est-ce qu'EA a acheté Criterion juste pour embêter Infinity Ward? Probablement que non. C'était une grosse boîte respectée, son moteur était utilisé par plein de gens. Est-ce que ça leur a quand même fait extrêmement plaisir d'entuber Bobby au passage? Oui. Oh oui. Oui. Et donc un beau jour, il y a Activision qui appelle Spark Unlimited et qui dit les amis, on est à 6 mois de la sortie du jeu, vous en êtes où? Et Spark Unlimited fait, on a un niveau. Et là Bobby fait, comment ça, un niveau? Et Spark répond, bah vous voyez, dans la campagne, c'était prévu qu'il y ait 15 niveaux, et pour l'instant on en a un qui est terminé. Activision, ils passent en mode sauvetage. Ils envoient une dizaine d'ingénieurs à eux chez Spark pour essayer de comprendre comment marche le moteur. Ils vont voir des studios qui leur appartiennent en leur disant, vous bossez sur quoi en ce moment? Jedi Academy? Non, maintenant vous faites des niveaux pour le nouveau Call of Duty. Et ils repoussent le jeu d'1 an. Et en 2004, Finest Hour sort et il est médiocre, il est pas très bon, mais il est pas horrible et ils ont évité de justesse la catastrophe. Et évidemment, Activision dit à Spark, les potes, on va plus jamais bosser ensemble, vous êtes bien sympas, mais je vous reprends la saga Call of Duty. Et Spark dit, tu t'étais engagé à nous financer 3 jeux. Et si tu nous finances pas 3 jeux Call of Duty, on va porter plainte. Le truc c'est, Activision est pas vraiment une entreprise du genre à se laisser faire comme ça. Vous avez déjà bossé avec quelqu'un en vous disant, il est vraiment nul, c'est une fraude? We've all been there, Activision yeah. a fait la version officielle de ça à Spark Unlimited. Ils ont porté plainte pour fraude contre Spark Unlimited et ils ont débarqué devant un juge en disant on a engagé ces gens parce qu'ils nous avaient dit qu'ils savaient faire des jeux vidéo. Et de toute évidence, ils savaient pas. Et si vous pensez qu'Activision était en colère contre Spark, c'était rien à côté de la colère d'Infinity Ward, qui était en train de parier leur futur sur cette série Call of Duty, et qui était pas très content de voir une bande d'amateurs abîmer la réputation de la série d'entrée. Yeah, that's a good point as well because it reflects on them because a lot of people would have played Finest Hour on the PS2 and that would be what they first think of when they think of Call of Duty because not everyone had a not everyone used to play games on PC back then. I don't really play games on PC now. I'm more of a console gamer, always have been, probably always will be, with a few exceptions here and there, but yeah, so when they think of Call of Duty, they think of Finest Hour, and they figure that bad game compared to the much better version on PC. So yeah, I can see why Infinity Ward are mad. Wow, no. Right, you get him out of it. Go on, fuck off. Et on n'aura jamais le plaisir d'entendre un juge américain dire oui, effectivement, Spark Unlimited, vous êtes des fraudes, parce que comme toutes les affaires business aux États-Unis, ça s'est réglé en secret et à l'amiable. Spark a reçu de l'argent, en échange, ils ont accepté qu'ils se feraient plus financer un seul jeu par Activision, et voilà. Pendant que Spark Unlimited était occupé à se faire mettre à la porte, Infinity Ward était encore une fois occupé à être des cracks. On est en 2003 à peu près dans cette histoire, et ils sont en train de travailler sur Call of Duty 2, qui va être un épisode exceptionnel pour plein de raisons. D'abord, 2003, ça veut dire que l'industrie du jeu vidéo vient de traverser une transformation assez marquante. La PS2 s'est vendue à 155 millions d'exemplaires. 155 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde sait, maintenant, que le futur est fait de consoles. Que tu ne feras jamais une grosse série mainstream si tu la vends pas sur console. Bobby Kotick le sait, Infinity Ward le sait. Et donc ils veulent se débarrasser de cette image qu'ils ont de « on est juste un développeur PC ». Infinity Ward, oui, ils sont bons, mais ils font que des jeux sur PC. Non, ça, il est temps que ça disparaisse. Et c'est pour ça qu'ils sont trop heureux le jour où Microsoft débarque en disant « Oh, les petits potes, excellent votre Call of Duty 1. Écoutez, on est en train de travailler en secret sur un truc, ça va s'appeler la Xbox 360.
Et à la base, on voulait Halo 3 comme jeu de lancement dessus, mais le développement est horriblement à la bourre, le jeu ne sera jamais prêt pour la 360. Est-ce qu'il y aurait moyen que votre prochain Call of Duty soit FPS de lancement de la 360 ? Infinity Ward, qui ne veulent que prouver qu'ils sont capables de faire des jeux sur console, fous de joie, complètement extatiques, ils recrutent à gauche et à droite, ils triplent la taille du studio, ils prennent la moitié de leurs ingénieurs, ils les envoient chez Microsoft pour comprendre comment marche la 360. Et là, ils vont prendre un risque, parce que elle n'est pas finie de développer la 360. Ils savent pas exactement ce qu'elle pourra faire, mais ils choisissent quand même de faire un jeu qui va pousser la console dans ses derniers retranchements, parce qu'il faut bluffer tout le monde. Et donc, ils commencent à mettre dans Code 2 des trucs qui ont jamais été vus sur console avant. Genre, juste une grenade fumigène. La possibilité de lancer une grenade, bloquer la vision et passer comme ça, genre un Smoke grenades were introduced in Call of Duty 2. Inenvisageable sur console. Mais c'est aussi des niveaux suffisamment grands pour que vous puissiez choisir entre attaquer à gauche ou à droite, prendre ce bâtiment ou celui-là, au lieu d'avoir que des couloirs. Il y avait que des couloirs jusqu'à maintenant sur console, ça aussi c'était jamais vu. Bref, Infinity Ward travaille comme des débiles, à raison de 18 heures par jour, et Code 2 est prêt à temps pour le lancement de la 360, et il est le FPS star du lancement de la console. Et quand je dis FPS star, ça veut dire que la semaine de lancement de la 3.6, 85% des gens qui ont acheté la console ont pris Call of Duty 2 avec. Il a pulvérisé, il a éteint les autres jeux de lancement. Et dans les autres jeux de lancement, il y avait Perfect Dark Zero, de Rare, Legend GoldenEye, et il y avait aussi Quake 4, id Software. Donc ça veut dire que dès leur premier pas dans le monde des consoles, Infinity Ward, ils ont éteint la vieille garde. And I played this game way after it came out on the 360. I remember playing the PS2 version and it was completely different. It's called Big Red One. So I don't know if Infinity Ward made that or it's kind of outsourced to another game studio, but I remember this being a massive upgrade to that version. Il y a autre chose de notable dans Code 2, c'est moins important, mais c'est le premier Call of Duty où quand vous prenez une balle, l'écran devient rouge, il suffit de respirer 10 secondes et ça va mieux. Et ça, pour le coup, c'est pas Infinity Ward qui sont des génies. Comment ils ont eu l'idée ? Ils ont joué à Halo. Oh, of course. Halo, man. 4 ans plus tôt, il me semble, il y a Halo 1 qui est sorti. See, Halo's another franchise that I feel deserves a video like this because Halo 3 was one of the biggest games in the world. And now Halo, you know, is sadly fallen off. Like, don't get me wrong, Halo, I think it was Infinite, the last one. I can't really even remember the name. But the game was decent, but it kind of died really, really quick. Tout le monde a joué à Halo 1, tout le monde s'est fait tirer dessus et tout le monde a vu le shield dans Halo faire bip 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 et remonter tout seul. Et vraiment, tous les développeurs de jeux de la planète ont vu ça et ont dit attends, on n'est pas obligé de leur faire ramasser des trous. Yeah, this was such a good upgrade. Donc ok, parfois ils empruntent des idées qui sont pas à eux, mais le fait est que Infinity Ward, ils commencent à être vraiment très très forts et ils aimeraient bien qu'on arrête de donner leur licence à des studios nuls. À partir de la débâcle avec Spark Unlimited, Infinity Ward ils vont devenir extrêmement protecteurs de la marque Call of Duty. Une question de fierté là-dedans. Ça fait des années qu'ils bossent 20 heures par jour pour que la saga elle soit excellente. Ils n'ont pas envie que quelqu'un fasse des jeux nuls et des appels codes, mais plus important encore, il y a une question de survie, une question de futur en fait. Ils ont besoin que Code ça perce pour devenir un gros studio respecté. Et puis je pense qu'il y a du côté d'Infinity Ward un petit peu le traumatisme de Medal of Honor de si tu fais une série, si tu carries une série, mais qu'elle t'appartient pas, ça sert à rien. On peut te dégager à n'importe quel moment, on peut t'abandonner à n'importe quel moment. Je pense que l'expérience 2015 Medal of Honor les a vraiment marqués. Et donc, à partir de là, Infinity Ward ils vont toujours être en mode Bobby, pitié laisse-nous faire Call of Duty. Ne mets pas la saga entre les mains de gens qui peuvent tout gâcher. Problème est que Bobby, c'est un homme d'affaires. Yeah. La fierté d'Infinity Ward, il en a rien à carrer. The way it always works. Plus les Call of Duty sont bons, plus il va se dire qu'il peut se faire beaucoup de thunes rapidement, plus il va demander à 12 milliards de studios de faire des épisodes de Call of Duty pour en sortir tout le temps. Et la réponse de Bobby Kotick, quand Infinity Ward va le voir pour la première fois en lui disant « Laisse-nous faire Call of Duty », c'est « Vous êtes capable de me faire un Call of Duty tous les ans ?» Non, je vais bien évidemment demander à 15 000 studios de faire des Call of Duty, parce que c'est comme ça qu'on fait de la thune. Débarque alors dans cette histoire un studio qui va causer énormément de problèmes à Infinity Ward, et que vous connaissez si vous avez joué à Code ces dernières années, qui s'appelle Treyarch. I can't lie, Treyarch, I do really like their games. I personally love World at War, one of my favorite games. Black Ops 1, one of my favorite games. Black Ops 2, one of my favorite Call of Duties, like... So, although they did kind of steal the thunder from Infinity Ward, I do really like this studio. And what they did with Call of Duty Zombies as well,
I do think they're a great studio. Treyarch, ils sont rameutés par Kotick pour remplacer Spark Unlimited, donc leur job, c'est de faire des codes, un maximum de Call of Duty. Soit les années où Infinity Ward sort rien, soit sur les consoles où ils sortent rien. Et leur premier projet, c'est un truc qui s'appelle Call of Duty. Oh yeah, Big this Red is the one I played. Il est là pour profiter encore un peu des vieilles consoles, il sort sur PS2 et Xbox. Et il est nul. Enfin, il est médiocre. Mais Infinity Ward râle pas trop. D'abord parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à tout donner pour Call of Duty 3. Ils ont énormément d'ambition pour Call of Duty 3. Et ensuite parce que, au moins, ils se disent, on va garantir le prestige de la série principale. Vous pouvez faire n'importe quoi avec les épisodes console qui ont des noms bizarres, Finest Tower, The Big Red One, mais au moins on va garantir que Call of Duty 1, 2, 3, ils sont bien. Du coup, je vous laisse imaginer l'ambiance dans les bureaux d'Infinity Ward le jour où ils ont vu débarquer un trailer sur internet. On les avait pas prévenus, hein, qui dit bientôt Call of Duty 3 par Treyarch. Les problèmes, ça. Si Infinity Ward avait moins bien fait leur travail, ils auraient peut-être gardé la série principale. Mais Code 2 venait de faire tellement de chiffres que Kotick savait qu'il allait faire plus de thunes en sortant un Call of Duty 3 tout de suite. Donc il a pris Treyarch, parce que Treyarch ils sont obéissants, ils sont pas relous, et il leur a dit je veux un code en 1 an, que je peux appeler Code 3. Et le jeu, il était médiocre. Il était évidemment médiocre, et toute la presse jeux vidéo était en mode mais qu'est-ce qui se passe, le dernier code il est nul, et tous les fans étaient en mode mais qu'est-ce qui se passe, le dernier code il est nul, et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mieux vendu que n'importe quel Call of Duty avant. Parce que ce qui est important au moment où un jeu est attendu, c'est la qualité du jeu qui venait avant, parce que grâce aux efforts d'Infinity Ward, Code 1 était trop bien, Code 2 était trop bien, et du coup tout le monde était super hype pour Call of Duty 3, qui du coup est nul. See, I don't think COD 3 sucked in my opinion. I thought it was an alright game, but I never played Call of Duty 2 at its peak, so... But I didn't mind this game, I enjoyed it quite a lot. I used to play it online as well. Et le jeu, qui aurait dû être Call of Duty 3, sur lequel Infinity Ward tryhard depuis des années, lui, il va moins bien se vendre. Parce que lui, il viendra après Call of Duty 3. Donc, d'un coup, du point de vue d'Infinity Ward, c'est débile de chez Treyarch. Ils viennent de faire un carton grâce à notre réputation à nous, qu'ils n'ont pas mérité, grâce à nos efforts. Et maintenant, nous, on va moins bien vendre notre jeu parce que, évidemment, eux, ils sortent des jeux nuls. Ça les dérange pas de bâcler leur travail. Et de toute façon, ils veulent juste se faire bien voir par Bobby. Et donc vraiment ce combo de ils volent notre réputation et en plus ils la salissent, ça pourrait faire péter un plomb à n'importe qui est vraiment fier de son travail, et Infinity Ward il pète un plomb. Si on veut vraiment pointer le moment où la relation entre Bobby Kotick et Infinity Ward ne peut plus jamais être réparée, où tu sais que ça va imploser quoi qu'il arrive, c'est ce moment-là. C'est quand Treyarch récupère Call of Duty 3 et Call of Duty 3 est nul. Et la première façon qu'a Infinity Ward de péter un plomb, elle est étonnamment positive, elle les rend très très productifs. Ils se disent ok, on va faire un jeu, il va être tellement bien, il va mettre tout le monde d'accord et surtout on ne confondra plus jamais avec personne. Tout le monde saura c'est qui Infinity Ward. Le prochain jeu, on va tout renverser, on s'en fout des règles, ça va être un mélange entre Mission Impossible, un roman de Tom Clancy et un épisode de James Bond. On va leur montrer des armes qu'ils n'ont jamais vues parce qu'elles sont modernes, des véhicules qu'ils n'ont jamais vus, des endroits qu'ils n'ont jamais vus parce qu'on les voit pas dans la Seconde Guerre mondiale. On va leur raconter des conflits qui ne sont jamais arrivés. On n'en a plus rien à carrer. On va créer une marque à l'intérieur de la marque Call of Duty, et celle-là, personne ne pourra jamais nous l'enlever ou nous la salir, et cette marque, elle va s'appeler Modern Warfare. Yeah, if you compare COD 4 to Call of Duty 3, the difference between these two games is groundbreaking. It's crazy that Infinity Ward managed to create this game. Like, just the multiplayer, the campaign, the storyline, the graphics, the gameplay, everything about this game at the time is so groundbreaking. I loved this game as a kid. Captain Price. Il s'agit plus de prendre Berlin ou la Normandie. Et le film de référence, c'est plus Il faut sauver le soldat Ryan, c'est Black Hawk Down. Maintenant, on arrête des catastrophes nucléaires et on attaque des paquebots de nuit. Et peu importe à quel point vous jouez parfaitement, vous vous enfuirez toujours à la dernière seconde. Parce que tout pour créer ce moment où on dirait une scène de film. It really did feel like that. This mission, so iconic. Modern Warfare a absolument changé le game.
Même s'il n'avait pas eu l'extrême attention aux détails d'Infinity Ward, même s'il n'avait pas été aussi bon, le simple fait de passer à la guerre moderne signifie que tous les Medal of Honor et tous les Call of Duty faits par d'autres studios sont instantanément ringards. Le défaut de cette campagne, c'est qu'elle est courte. Très courte, encore plus que dans les codes précédents. Mais c'est pas très grave, parce qu'elle existe pour nous amener vers le vrai contenu. The multiplayer, ouf. Et là, c'est le moment où on commence à parler du multijoueur, qui est un sujet que j'ai allègrement ignoré depuis le début de cette vidéo, qui est trop important, mais la raison pour laquelle je l'ai allègrement ignoré, c'est jusqu'à maintenant, c'était pas la priorité dans la tête des gens qui faisaient ces FPS. Même GoldenEye, ok. GoldenEye, la raison pour laquelle il est légendaire dans l'esprit de la moitié des Américains qui ont plus de 40 ans, c'est pas seulement parce que la campagne était bien, c'est parce qu'ils ont passé des après-midi entiers avec leurs cousins ou leurs frères, en écran scindé, à jouer au multijoueur de GoldenEye pour savoir qui tirait le mieux. Mais j'en ai pas parlé jusque-là. Parce que je voulais qu'on se mette dans la tête des gens qui faisaient ces FPS, les Spielberg, les 2015, etc. Et pendant longtemps, dans leur tête, le multi, c'était pas la prio. Même les gens qui ont fait GoldenEye, alors que le jeu est légendaire pour son multijoueur, ils ont dit en interview qu'ils avaient mis le multijoueur à la dernière seconde. Pourquoi c'était pas la prio? Parce qu'Internet était catastrophique. Déjà sur console, il y en avait pas. Yeah, like I remember those days. I didn't even really start playing Xbox Live until Call of Duty 4. That's kind of where I started. I did go back and play Call of Duty 3 online after. But nobody I knew back in the day before this game really played multiplayer games like that. Obviously, there were some kids who played on the PC, but console online was really, really rare, at least for a majority of people, I'd say. But COD 4 really... I'd say Halo 2, a lot of people played that, but I kind of missed out on Halo 2. I definitely caught Halo 3, but I feel like everybody, at least everybody I knew that played games, played this online. Tu pouvais savoir si t'étais meilleur que ton frère, ton cousin ou les gens de ta classe, mais c'est à peu près tout. Puis même sur PC, la connexion était horrible. Tu voulais jouer dans de bonnes conditions sur PC, tu prenais ton meilleur écran cathodique de 35 kg et t'allais faire des LAN chez tes potes. Personne voulait faire ça, seuls les pires nerds faisaient ça. Et soudain, Infinity Ward en développant Modern Warfare 4, il réalise un truc qui est au moins aussi important à réaliser que l'époque moderne c'est stylé et les gens en ont marre de la Seconde Guerre mondiale. Il réalise que le Xbox Live et le PSN sont en train de se démocratiser. Et donc tous ces gens, ces dizaines de millions de personnes qui ont des consoles pour la première fois, maintenant ils vont avoir une connexion stable aussi pour la première fois. Et là, ça veut dire que le monde est sur le point de choisir sur quel jeu ils vont tous se mettre pour savoir qui c'est qui tire le mieux. Et ils se disent, ça peut pas être Counter-Strike parce que c'est injouable à la manette et ça exclut trop de gens. Ça peut pas être Quake 4 parce que c'est injouable à la manette et ça exclut trop de gens. Et ça peut pas être Halo, qui est pourtant phénoménal et qui est le multijoueur le plus populaire à l'époque, mais parce que c'est une exclue Xbox et ça exclut toujours trop de gens. Et là ils se disent, ça pourrait être nous. Le FPS multijoueur de référence, ça pourrait être nous. Il faut surtout pas qu'on rate le coche. Et donc en plus de cette incroyable campagne, ils se mettent à travailler comme des psychopathes sur leur multijoueur pour le démarquer de la concurrence. Et ils vont avoir des idées qui ont l'air basiques mais qui vont devenir des classiques pendant les 20 jeux suivants. Leur première idée c'est, si on tue plusieurs ennemis d'affilée sans mourir, on gagne un truc. Kill streak. 3 kills, un radar. 7 kills, un hélicoptère. Ils vont appeler ça des kill streak. Vous avez peut-être entendu parler dans les épisodes d'après. Ça change absolument tout le rythme de la partie parce que soudain c'est plus oh je cours à travers la carte et on verra si je gagne mon prochain duel. C'est je suis à 6 kills. Et donc je transpire. Et donc mon cœur bat à 100 à l'heure parce que si je gagne mon prochain duel, j'ai un hélicoptère. Et que je gagne ou que je meurs, le jeu du kill streak repart. Ils ont inventé le principe de quand tu meurs, il y a une petite caméra qui te montre les dernières secondes de ta vie du point de vue de la personne. Kill cam, yes. Ils appellent ça une kill cam. Ça aussi, ça change le rythme. D'abord, ça permet de déloger les joueurs qui bougent pas de la partie, et ensuite, ça permet de voir quelle arme ils utilisent. Si vous la voyez en action, il y a des chances pour que vous vouliez la jouer. Et si on avait été dans n'importe quel vieux code, ça voulait dire revenir au menu, changer d'arme. Maintenant, vous allez devoir la débloquer. Parce que le truc le plus important qu'ils ont mis dans ce multijoueur, c'est qu'à chaque partie, vous gagnez un truc. À chaque fin de partie, vous allez gagner un niveau et vous gagnerez un grade, ou un titre, ou une arme, ou une peinture pour une arme. Vous êtes toujours une bonne raison de relancer une game parce que vous êtes toujours à une partie de débloquer quelque chose de cool. C'est comme un pass de combat. Sauf qu'à l'époque, c'était gratuit, ça s'appelait de la progression. The fact that he said it's like Battle Pass, but it's free and it's called progression. That's what it should be, I swear. Battle Pass and paying for all this stuff really... Like, gaming's still obviously great, don't get me wrong, but it definitely had such a negative impact because they could just make money and they know people are going to pay for it, but it just killed the gaming experience for a lot of multiplayer games for me. Code 2, qui avait réussi le lancement de la 360, s'était vendu à 5 millions. Et Code 3, qui avait usurpé sa fame, s'était vendu à 7 millions. Modern Warfare s'est vendu à 15 millions. Oh.
La différence en termes de reach entre 5 et 15 millions, c'est que là où Code 2, avec sa bonne sortie sur Xbox, pouvait faire à peu près de l'unanimité parmi les fans de jeux de guerre, Code 4 est capable de créer ses propres fans de jeux de guerre. Genre, il commence à créer une catégorie de gens qui jouent aux jeux vidéo parce que Call of Duty existe et qui ne vont acheter que Call of Duty tous les ans. Yeah, like I literally know people where they only play COD and FIFA. Like, that's the only games they play. Yeah, it really created that type of gamer, didn't it? Et à ce moment-là, Bobby, c'est le roi du monde. Bobby, il a gagné des milliards sur ça. Son pari, il a complètement marché. Il a fumé EA. Il a un dernier petit problème. Son studio star le déteste. Ça commence par des petits trucs simples, genre pas très méchants. Si t'as Modern Warfare sur PC, le fichier pour lancer le jeu s'appelle IW3SP. Pour Infinity Ward 3 Single Player. Genre ça aurait dû être le 3e épisode. Et le son que vous entendez pendant les crédits à la fin du jeu rappelle que ça aurait dû être le 3e épisode aussi. C'est un peu immature, mais c'est encore bon enfant. Tu vois ça, tu te dis ok, ils ont le seum de pas avoir eu Code 3. Ça va leur passer. Non, ça va pas leur passer. Parce que leur problème c'est pas de pas avoir eu l'épisode 3. Leur problème c'est que l'épisode Call of Duty 3 leur a montré que Bobby leur laissera jamais Call of Duty. Et donc ils veulent déjà plus travailler sur Code. On est en 2007. Ils viennent de faire de Call of Duty la plus grosse licence du monde et Infinity Ward ne veut déjà plus bosser sur Code. Après Modern Warfare, ils rêvent de faire une nouvelle licence futuriste avec beaucoup plus de mouvement que dans Code. Oh. Un rêve qui, longtemps après, va devenir Titanfall. Mais à ce moment-là, I didn't play Titanfall 2, but I played Titanfall 1. It was an alright game. I don't think it was anywhere close to as great as the Modern Warfare series, but I do think it was a decent franchise. Oh, the first game I played was decent. I don't know about the second one, but Titanfall was alright. En 2007, ils savent pertinemment que jamais Bobby va financer leur jeu du futur alors qu'ils viennent de vendre 15 millions de copies. Ils échapperont pas à Code. Donc ils font le deuxième meilleur truc qu'ils peuvent faire. Ils débarquent dans le bureau de Bobby et lui disent « Frérot, tu nous as engagés pour battre Medal of Honor. En 3 ans, on t'a fait une série tellement immense que les gens savent même plus c'est quoi Medal of Honor. Alors maintenant, tu vas nous signer un nouveau contrat. » Et ils forcent Bobby Kotick à leur signer un contrat de rockstar tel qu'on n'en avait jamais vu et tel qu'on n'en verra plus jamais dans l'industrie du jeu vidéo. Et écoutez bien les termes du contrat, c'est le truc le plus important jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, les royalties. Infinity Ward avait déjà un contrat extrêmement cool de ce point de vue-là. Ils touchaient des royalties sur tous les épisodes de Code vendus, même ceux qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes. Même ceux des autres studios. Donc quand Treyarch faisait un Code 3 et qu'il était nul, déjà ils devaient subir le mépris d'Infinity Ward et en plus ils leur devaient des royalties parce qu'ils faisaient un épisode de Code. C'est sur le point de devenir encore pire parce que dans le nouveau contrat, tu dois encore plus de royalties si tu utilises des technologies développées par Infinity Ward. C'est quoi les technologies d'Infinity Ward ? Vous vous souvenez quand j'ai parlé des moteurs ? Les logiciels qui permettent de faire des jeux, et que j'ai dit, si tu dois dessiner, tout le monde préfère lancer un logiciel de dessin plutôt que de coder de zéro un logiciel de dessin. Ok, Infinity Ward, ils avaient codé de zéro leur logiciel de dessin. Parce que c'est des perfectionnistes. Parce que ça leur permettait de mettre dans leur moteur exactement ce dont ils avaient besoin pour faire le jeu de guerre de leur rêve. Et donc, ils avaient développé un moteur de quasiment zéro pour Modern Warfare. Le moteur s'appelle IW. N'importe quel Call of Duty qui est développé avec IW, soit directement une version d'IW, soit une version modifiée d'IW, doit énormément de royalties. Est-ce que vous savez, ces 20 dernières années, jusqu'à maintenant, combien de Call of Duty ont utilisé IW ? Tous. Yeah, I thought so. Tous. Même Modern Warfare 2 Remake qui est sorti cette année utilise genre la 9ème version d'IW. Réalisez bien que si ce fameux contrat existait encore aujourd'hui, le total des royalties se compterait en milliards. Damn. Évidemment, le contrat n'existe plus aujourd'hui, vous allez voir. Oh. Deuxièmement, dans le contrat, personne n'a le droit de faire un épisode moderne de Call of Duty sans leur accord. Si vous pensez que Black Ops est resté quelques années à la guerre froide parce que la guerre froide c'est cool et mystérieux, non, c'est parce qu'Infinity Ward a attrapé Bobby en disant époque contemporaine. Honestly, I'm kind of glad that it kind of forced Black Ops to be set in the Cold War because I love the storyline for Black Ops and I love the gameplay. So, I mean, that sort of is a positive because I do love that series. C'est à nous. Troisièmement, pareil pour la marque Modern Warfare. La marque Modern Warfare, elle est à eux, personne n'a le droit de faire un Modern Warfare sans leur accord. Et sans leur accord, ça veut dire personne n'a le droit de faire un Modern Warfare, ils vont jamais autoriser un autre studio à le faire. Et enfin, quatrièmement, ils vont avoir le droit de faire leur licence dans le futur. Et Bobby va payer pour même. Pas tout de suite. D'abord, ils doivent remplir leurs obligations dans ce contrat. Mais une fois qu'Infinity Ward aura rempli sa part du marché, Bobby devra les laisser faire autre chose que Code. En échange de tous ces trucs incroyablement avantageux, que demande Bobby, que demande Activision ? Un seul truc. Ils doivent faire une suite à Modern Warfare. Et elle doit se vendre encore mieux. Ils doivent faire MW2. MW2 doit être un énorme succès. C'est tout.
And they did it. Mais à la dernière seconde, alors qu'ils étaient sur le point de signer le contrat, Bobby rajoute une dernière condition. Il dit « Cet incroyable contrat, avec tous les avantages et tous les privilèges qu'il confère, il n'existe plus si par malheur Jason West et Vince Zampella ne font plus partie d'Infinity Ward. » Oh, there's always a catch, isn't there? West et Zampella sont les deux personnes les plus importantes chez Infinity Ward. En gros, Zampella dirige les gens qui ont les idées, et West dirige les gens de la technique qui trouvent comment implémenter les idées dans le jeu. Et à eux deux ensemble, ils peuvent presque considérer que Code, c'est leur création. C'est aussi eux qui avaient convaincu tout le monde de démissionner chez 2015 et d'aller tenter l'aventure Call of Duty. Et Bobby il dit « Écoutez, vous êtes un des studios les plus populaires du monde, tout le monde va vouloir vous débaucher, je sais très bien qui est prêt à payer une fortune pour que vous alliez bosser chez eux, et je sais que s'ils vous débauchent, ça commencera par ces deux-là. Parce que c'est comme ça que j'ai débauché 2015. Donc, si Jason West et Vince Zampella ne font plus partie d'Infinity Ward, il n'y a plus de contrat. Infinity Ward accepte, le contrat est signé, tout le monde se remet au travail, tout se passe à peu près bien. Et pendant qu'Infinity Ward travaille sur MW2, Treyarch sort un jeu qui s'appelle World I at War. love this game. Et I le love monde this game. regarde World at War sortir avec mépris, en disant un jeu sur la Seconde Guerre mondiale en 2008. See, I was one of the few that love this game. I just really love it now. Like, even there's the campaign I loved, the zombies, the multiplayer. I remember calling dogs. I had so much fun on this game. Vente de plouc, vous êtes cru en 2006 ? C'est vachement injuste parce que c'est ce que Treyarch a fait de mieux depuis très longtemps, mais la stratégie d'Infinity Ward a trop bien marché. Tout ce qui n'est pas époque moderne à ce moment-là est ringard. Pourtant, ils ont fait une campagne extrêmement sombre, extrêmement prenante, qui continue de hanter les gens 15 ans après. Je crois que la première chose qu'on voit dans cette campagne, c'est on s'est fait capturer par les Japonais et notre pote est en train de se faire torturer. Et ça, c'est la campagne des Américains, parce que la campagne russe, elle commence par vous êtes dans un charnier en train de vous faire terminer par les Allemands avec votre escouade. Et ce pan de la caméra vers le haut, avec vue sur l'aviation allemande pendant l'offensive de 42, plus musique extrêmement triste, c'est un moment typiquement World at War. And we got Reznov, of course. C'est vraiment une campagne qui est remplie de moments très forts, et de personnages assez iconiques d'ailleurs, comme Reznov, qui est impossible à oublier, qu'on va revoir dans Oh, I love Reznov. One of my favorite characters. You can make it, my friend. You always survive. Mais le mieux dans World at War, c'est qu'une fois que cette campagne-là est terminée, bah, les soldats américains, ils doivent rentrer chez eux, ils montent dans l'avion, et l'avion se crache. Et il se passe ça. Zombies. Playing this for the first time. Because I remember playing this because I didn't really use the internet like much back then, so I was so surprised when this happened. Like, nowadays everything would be spoiled by YouTube and stuff like that, but back in the day, play this and you didn't really know what was happening. It was such a good feeling. Ce mode où vous êtes dans une pièce et il y a des zombies qui viennent vous faire la peau et il n'y a rien d'autre à faire que de survivre, devait même pas être dans le jeu à la base. C'est un truc qui est devenu immense par la suite, mais devait même pas être dans le jeu. À la base, c'était une blague. Il y a un mec qui était en train un après-midi de travailler sur l'animation d'un nazi qui avait pris feu. Et un de ses potes qui s'est retourné sur sa chaise qui a fait c'est marrant, il marche un petit peu comme un zombie. Et alors qu'ils étaient déjà extrêmement à la bourre pour rendre le jeu, ils ont choisi de passer l'après-midi à créer un petit mode rigolo où t'es un joueur dans une pièce et tu dois survivre le plus longtemps possible. Wow. Et ils y ont joué de plus en plus. Jusqu'à ce qu'ils se disent ce serait trop bien que ce soit dans le jeu. Mais ils savaient qu'ils auraient jamais l'autorisation pour un truc aussi stupide. Donc un jour, au lieu d'envoyer un mail officiel, ils ont attendu qu'un mec important chez Activision se balade un jour dans les studios pour checker l'avancement du jeu et ils lui ont dit tiens, pose-toi sur le canapé, prends la manette, juste joue à ça et dis-nous si on peut genre le mettre dans le jeu. Le gars d'Activision a joué à 5 ou 6 vagues et il a fait bon, c'est stupide, mais mettez-le à la fin de la campagne, ça fera peut-être rire 3 joueurs. Et voilà. Et on s'est retrouvé avec le mode zombie. Il y a juste assez de joueurs qui l'ont bien aimé pour qu'ils aient le droit de faire une deuxième carte et de la vendre en DLC.
Et comme ils avaient le droit de That was the main reason I used to buy the DLC back in the day. I didn't really care about the multiplayer maps that much, but I used to just buy it for the new zombies. faire un truc un petit peu plus détaillé, ils ont mis un téléphone qui donnait un message flippant, ils ont mis des inscriptions sur les murs. Ça voulait rien dire au début, ils voulaient juste mettre un petit peu plus d'ambiance And dans this la map. map was Mais les joueurs hard. aimaient beaucoup ça. Et ils ont commencé à se demander s'il n'y avait pas des secrets sur les maps. Et ils ont commencé à en discuter sur les forums. Et Treyarch lisait les forums. Et ils ont commencé à piocher parmi les idées des fans des trucs vraiment stylés pour transformer ça en une vraie histoire dans la 3e carte, puis dans la 4e carte. Et ainsi a commencé le cycle qui va devenir énorme dans les années à venir de trouver les secrets et les histoires dans les maps de zombies. Tout le monde a oublié World at War quand même, malgré tous ces trucs stylés. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les pauvres gars de Treyarch, ils sont pas très forts pour sentir leur époque. Quelle est la seule chose qui est très moyenne dans World at War ? Le multi. Quelle est la seule chose que tu n'as pas le droit de rater dans l'ère après Modern Warfare ? Personally, I love the multiplayer for World of War. I got to disagree with him here personally, but I know a lot of people didn't like it, but for me, I had so much fun playing this game. Warfare. Et ouais, le multi. Donc la majorité des fans de COD ont acheté ce jeu quand même. Il s'est bien vendu, mais personne n'est resté. Les gens ont lancé le multi, ils ont vu que c'était celui de Modern Warfare en moins bien, et ils ont dit, vous savez quoi ? On attendra le prochain Infinity Ward. Ça tombe très bien. Oh, this Infinity game! Ward, ils sont dans la phase de leur existence où décevoir, c'est impossible. Yep, and this trailer is so iconic with Eminem in it. Oh, this game changed gaming, I'd say. Everybody, like, even people who weren't even gamers, like people who weren't really into games like that. I used to come home from school and play COD with them. We used to all get in a party chat and like just play this game. Search and destroy, and this campaign as well. This trailer. Ils sont trop forts. Tout le monde sait bien qu'ils sont trop forts. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont trop forts. Il y a Eminem qui chante sur le trailer, ils se refusent plus rien. One of the best trailers I've ever C'est seen. là que ça se course dans les favelas, c'est là que ça fait des courses en motoneige, là que ça s'enfuit d'un goulag en hélicoptère. C'est la campagne où tu reprends le bureau ovale aux Russes, puis t'entends un message qui dit que l'aviation va aplatir la zone, et tu cours sur le toit de la Maison Blanche avec la musique de Hans Zimmer à fond dans les oreilles, pour activer les fumigènes verts et empêcher le bombardement. Et à ce moment-là, tu réalises quoi ? Qu'il y a des fumigènes verts partout autour de toi, parce que partout, il y a encore des Américains qui sont en train de se battre. J'étais probablement pas aussi exigeant à l'époque en termes de scénario, mais c'est un des premiers jeux vidéo qui m'a brisé le cœur. Oh, this scene. This broke everybody's heart. Nobody saw it coming. Not Ghost. Vous savez, quand j'avais 13 ans et que je comprenais rien aux jeux vidéo, j'étais absolument persuadé que c'est moi qui avais réussi ce lancer de couteau. This was such a satisfying ending though, killing Shepard after all that. And I remember watching online like theory videos about Ghost saying Ghost is alive, his suit was actually flame proof and stuff like that. Oh, I used to love this game. Et une fois de plus, The quand tout le monde est sorti de montages. cette campagne, ils ont réalisé que c'était pas l'élément The le plus multiplayer, important du jeu. Le plus important, c'est qu'Infinity Ward a complètement embrassé l'époque du multijoueur. Pour la première fois de leur histoire, une partie du studio a travaillé que sur le multijoueur du début à la fin du développement. Et ça se voit, les cartes sont encore plus belles que les environnements de la campagne, et tous les objets ont une physique. Et genre, cette brique que vous avez délogée du mur avec une grenade, vous pouvez tirer dedans, et elle bouge. Et quand vous ratez misérablement votre duel et que vous rafalez la voiture elle explose. C'est déjà ça, et c'est un niveau de détail jamais vu avant. Vous vous souvenez des killstreaks ?
Ouais, Kill tuer 7 Streak, personnes yeah. pour avoir un hélico. Ok, il y en avait 3 dans Modern Warfare, il y en a 15 dans MW2. The nuke. C'est à cette échelle qu'ils ont rajouté des trucs. Sans compter que dans ces 15 nouvelles killstreaks, ils ont mis la nuke. Vous voyez c'est quoi la nuke? Ok, vous tuez 25 personnes sans mourir, on vous donne une bombe nucléaire, on vous laisse faire exploser la carte. Vous arrêtez la partie instantanément. C'est débile. C'est débile. Tout le monde est en train de s'amuser, vous faites péter la game. That was like the best feeling when you finally got the tactical nuke. I remember myself, it was like Harrier, chopper gunner, and nuke. That was the best like kill streak setup I used to use. Mais en fait, c'est une idée de génie. Parce que quand tu as la nuke, tu vas en parler à tout le monde, tu vas en parler à tes potes à l'école, tu vas en parler à tes cousins. Yeah, he's et right si here. tu vas en parler au monde entier. Et on est en 2009. 3-4 ans plus tôt, il y a un site qui s'appelle YouTube qui s'est lancé. Et une fois que t'as impressionné toute ta classe avec ton challenge nuke, faut trouver des trucs encore. Yeah, as a kid, I wanted to be a Call of Duty commentator. I used to watch so many YouTubers play this game and talk about it, like Woody's Gamer Tag, Wings of Redemption, White Boy 7th Street. They were some of my favorites back in the day. Plus impressionnant. Et on entre dans l'ère de celui qui va rentrer le tir le plus stupide, de celui qui va faire le meilleur score, de celui qui va trouver les meilleurs builds. Tout ça facilité par le fait qu'il y a Homage. 150 fois plus de contenu que dans MW1. Est-ce que vous savez à quel point YouTube a mis ce jeu en avant? Non, vous aurez la réponse quand je vous donnerai le nombre de copies vendues de MW2. 50 Et mil? personne avait demandé à Infinity Ward de faire un jeu qui était aussi parfaitement bien pensé pour YouTube dès 2009. Mais d'un autre côté, personne leur avait demandé. Yeah, literally that clip, I remember it from Hutch's YouTube channel. That's how much YouTube of this game I used to watch. Pas c'est la Seconde Guerre mondiale non plus. Et personne leur avait demandé de doser le multi-pile au moment où tout le monde a le Xbox Live chez lui. C'est juste des trucs que tu fais quand t'es un studio visionnaire. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Oh, we're gonna see French Call of Duty YouTubers in this video. This is pretty cool. Optic, Nade Shot, Optic. FaZe Clan, of course. Ce jeu qui faisait tout mieux que son prédécesseur est sorti au moment où le monde entier surveillait Infinity Ward pour voir s'ils allaient répliquer l'exploit de Modern Warfare. Résultat, MW1 avait déjà bluffé tout le monde en vendant 15 millions de copies, MW2 en a vendu 30 millions. Damn, double. C'est le genre de chiffre qui fait que pour les 10 années suivantes, tu dois juste sortir un jeu décent pour faire plus de 10 millions de ventes. C'est le genre de chiffre qui explique qu'il y a 5 séries sur cette terre qui ont vendu plus de 400 millions de copies et Code est dedans. Alors que même FIFA y est pas. What? C'est le genre de truc qui fait que pour une génération entière... Okay, I'm surprised FIFA isn't up there because I know people that have bought FIFA every single year since we were kids. Like for the past 20 years, they've bought every single FIFA game and it's not up there. But I mean, FIFA does make a lot of money from Ultimate Team packs, so I mean, they're probably not complaining, are they? Le jeu vidéo, c'est toi. Oh, and the kill cams. En 2009, Infinity Ward essaye plus d'être l'égal de Bungie ou d'id Software. Ils sont le plus grand studio du monde. À ce moment-là, EA s'est probablement dit qu'ils auraient dû laisser 2015 bosser sur Medal of Honor. Et Bobby, il a absolument tout gagné. Entre sa fusion avec Blizzard et le succès de Call of Duty, il est à la tête du plus gros éditeur du monde. Il est le roi, il nage littéralement dans un lac d'argent. Et à ce moment-là, il a fait un truc qui est profondément diabolique, mais qui était peut-être aussi le truc le plus intelligent à faire dans sa situation. Il a viré West Zampella. Ah. Et le contrat qui donnait des royalties à Infinity Ward et le contrat... See, I mean, that is genius, but it sucks because that's like the ultimate scam. Like, he knows he's not going to have to pay royalties now. It's genius, but evil. And, you know, basically, definitely was a leading factor in the downfall of the franchise, isn't it? Contrôle de la marque Modern Warfare. Oh, man. Beaucoup plus tard, West et Zampella vont se souvenir que le jour où ils ont signé le contrat incroyable avec Bobby, ils ont soulevé cette inquiétude. Genre, Bobby, si jamais toi tu nous dégages, la clause s'active et le contrat n'existe plus. Et à ce moment-là, Bobby Kotick a rigolé en disant « Vous êtes les créateurs de Call of Duty. C'est impossible qu'on vous vire un jour. » Il les a virés 3 mois après la sortie d'MW2. That evil guy, man. Bobby savait que MW2 allait être immense. Il avait juste besoin qu'Infinity Ward fasse pas de vagues, qu'ils se révoltent pas, qu'ils aillent pas ailleurs, qu'ils travaillent en silence et qu'ils fassent de sa série la plus grosse du monde.
Et après, il pouvait se débarrasser d'eux. Sadly, he was Là, right. Bobby a vraiment gagné. Il peut donner code à n'importe qui, à n'importe quelle époque. Il a les milliards de Call of Duty, et il est pas obligé d'en reverser une partie parce qu'il doit plus de royalties à personne. Et en plus, il s'est débarrassé des deux qui lui tapaient sur le système, parce que à chaque fois qu'on disait Infinity Ward s'est embrouillé avec Bobby Kotick, évidemment, c'était pas les stagiaires. Évidemment, c'était West et Zampella. Là où il a peut-être fait une erreur, c'est qu'il pensait qu'une fois les patrons virés, le reste des employés retournerait sagement au travail. Seulement le reste des employés d'Infinity Ward, eux aussi, ils viennent de se faire voler des royalties. Eux aussi, ils sont plutôt protecteurs de code. Et eux aussi, ils ont aucune affection pour Bobby. Et ce qui s'est passé, c'est... tout le monde a démissionné. Tout le monde. En 2 mois, il y a eu 50 démissions chez Infinity Ward. C'est quasiment la moitié du studio. Et c'est tous les postes à responsabilité. Tous les seniors, tous les chefs d'équipe, tous les gens qui sont là depuis longtemps, ils disparaissent. D'un coup, l'étage où Call of Duty a été créé, vide. Et Bobby débarque dans les bureaux d'Infinity Ward lundi matin. Il lui reste les nouvelles recrues et les stagiaires. Et le monde entier attend MW3. Au moment où l'équipe originale se barre, et au moment où ils ont besoin que Call of Duty se fracasse la figure pour montrer qu'ils étaient indispensables, Treyarch, qui décidément existe exclusivement pour casser les burnes d'Infinity Ward, sortent leur meilleur jeu à ce jour. I do love Black Ops. I do love Black Ops a lot. Hey! Who are you people? The Mason, the numbers Mason. You want the numbers, Mason? Yeah. That's all we've ever wanted. Ça va être leur marque dans la marque à eux. La raison pour laquelle on va enfin connaître Treyarch. Et on commence à voir les différences de personnalité entre les deux studios. Treyarch se prend moins au sérieux qu'Infinity Ward dans le sens où ils se sentent pas obligés de faire un grand film de guerre. Dans les deux cas, la mise en scène est sublime et dans les deux cas, le ton est sérieux mais il y a un côté surnaturel dans les Black Ops. Genre le méchant a des plans dignes de Dr. No dans un James Bond des années 60. Vous voyez, il y a des armes qui n'ont aucun sens et il y a des zombies. Il y a de façon générale un niveau de n'importe quoi qui est sacrément plus prononcé chez Treyarch. Honestly, I actually prefer Black Ops to Modern Warfare. I know people are going to disagree with me in this video, but this game was so epic. Ce jeu est sorti après MW2. La hype était maximale, 30 millions de personnes l'ont acheté sans poser de questions. Et le multi était bien, donc ils sont restés. Là, ils ont découvert quoi? D'abord, ils ont découvert un truc qu'ils auraient pu déjà découvrir dans World at War, qui est que Treyarch sait faire de bonnes campagnes. Et après, ils ont découvert le Zombies was taken to the next level in this game. Implosé. Cette carte, Kino der Kino Toten, der la première carte de Toten. zombies de Black Ops 1, à un moment, elle a atteint un niveau de popularité parmi les collégiens de France où le principal sujet de conversation le matin dans le bus en allant en cours, c'était t'as fait vague combien hier? That was the same over here in the UK. We used to always be like, yo, what wave did you get to, bro? are you hopping on Xbox Live later? Are you going to run some Co-op Zombies? Oh, it looks like that was all over the world. Quand ils ont vu la fréquentation de cette carte, Activision a donné un petit peu de budget pour faire des maps en plus, et quand ils ont vu les chiffres de vente de ces cartes, le zombie est devenu un truc aussi important que la campagne ou le multijoueur. Et au tout début, à l'époque de World at War, la première fois qu'Infinity Ward a entendu parler du mode zombie de Treyarch, ils ont évidemment détesté. Ils ont dit mais ce n'est pas réaliste pour dessous, ça n'a rien à foutre dans un jeu de guerre. Et bah ils étaient pas au bout de leur peine. I do love this map though, Origins. With the staffs as Parce que Call well. a fait un milliard de trucs que cette série aurait jamais dû faire grâce aux zombies. Genre il y a un mecha et un dragon qui se battent au milieu de Stalingrad dans Gorod Krovi. Dans Shadows of Evil, il y a des démons et des dieux très anciens, et c'est un niveau qui est absolument hors du commun. Et le trailer pour Mob of the Dead est un chef-d'œuvre. C'est un des plus beaux trailers que j'ai vu, toujours confondu. I agree with Et that. pour une fois, Treyarch sent bien l'époque, parce que maintenant les youtubeurs qui trouvent les secrets des maps font des millions de vues, et maintenant les secrets durent 8 heures, faut s'y prendre à 12, ils appellent ça des easter eggs, ça n'a plus rien à voir avec un easter egg. Et donc, une poignée d'années seulement après le phénomène Call of Duty multijoueur d'Infinity Ward, Treyarch réussit à créer un deuxième mini-phénomène de société They really avec le did. mode zombie. C'est très bien, mais Treyarch, ils sont pas performants sur le long terme. Ils font un truc cool avec Black Ops, puis Black Ops 2, mais ils sont pas Infinity Ward, tu peux pas les laisser tranquilles pendant 10 ans, et ils vont à chaque fois dépasser les limites établies par l'épisode précédent. C'est pas eux. Et donc très vite, Bobby, il a besoin de faire MW3. Évidemment, il a suffisamment de moyens pour renflouer Infinity Ward. Évidemment, il peut même ramener des nouveaux studios comme Sledgehammer pour abattre le travail sur MW3. Donc MW3 sort.
Seulement au moment où il sort, la foule est plus en mode « Oh mon dieu, Infinity Ward s'est encore dépassé ». Ils sont en mode « Bah c'est exactement MW2 ». Déjà, il est pas exactement poli au même niveau, et ensuite, il n'y a rien. Yeah, that's a good point. It didn't revolutionize the game. Like, the jump from COD 4 to Modern Warfare 2 is a massive jump. The jump from MW2 to MW3 wasn't that big. Like, MW3, I do think was a good conclusion to the Modern Warfare series in terms of the campaign, and the multiplayer was pretty good, but it wasn't that big of a jump. It still was a decent game, though. De nouveau. Et c'est à cette époque qu'apparaît la phrase bah ouais, mais en fait, Call of Duty, c'est la même chose tous les ans. Et plein de gens sont partis du principe que Activision faisait ça pour faire des économies, mais je ne pense pas. Je pense que c'est pas intentionnel. Je pense que même Bobby, il aurait préféré continuer à bluffer le monde entier à chaque nouvel épisode. Mais la vérité, c'est que les gens qui mettaient la barre un petit peu plus haut à chaque fois, ils étaient partis. Et les gens qui les avaient remplacés, ils étaient juste assez bons pour copier la formule, et rien de plus. Non seulement les créateurs de Call of Duty ils étaient plus là, mais ils viennent de porter plainte aussi. Contre Bobby Kotick et Activision. Sur les 50 personnes qui ont démissionné, il y en a une quarantaine qui se sont mis ensemble avec West et Zampella et qui ont porté plainte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit « On sait bien que tu as viré West et Zampella pour faire annuler le contrat, donc tu nous as fait signer un contrat que tu n'as jamais eu l'intention d'honorer, et ça s'appelle de la fraude. Et la punition pour la fraude, c'est de t'obliger à honorer le contrat avec lequel tu as essayé de nous arnaquer. Ce qui veut dire que tu nous dois des milliards en royalties, et tu nous dois le contrôle de la marque Modern Warfare aussi. » À partir de là, c'est... Sadly, coming from the future, I know this didn't work out because, as far as I know, Infinity Ward aren't behind it anymore. Extrêmement simple. Si Activision est capable de prouver qu'ils avaient une bonne raison de virer West et Zampella, tout va bien pour eux. S'ils sont pas capables de prouver qu'ils avaient une bonne raison, c'est peut-être qu'ils ont été virés que pour faire jouer la clause du contrat qui dit que s'ils sont plus chez Activision, Infinity Ward perd tout. Et ça, c'est illégal. Ça, c'est fraude. Et ce procès va permettre au monde entier de découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur d'Activision pendant les années qui ont mené à la sortie d'MW2. Et comment, alors que Call of Duty était sur le toit du monde, en interne, c'était juste tout le monde en train de trahir tout le monde. Ça a commencé par des mails entre Bobby Kotick et d'autres personnes haut placées chez Activision, dans lesquels ça dit « West et Zampella, ils sont ingérables. Ils écoutent personne, ils ont trop d'ego, il faut qu'on se débarrasse d'eux. » Vous noterez que Bobby est pas suffisamment bête pour dire dans ses mails il faut les virer pour faire tomber le contrat. Mais le truc c'est, ce premier mail, il date de quelques mois seulement après avoir signé l'incroyable contrat. Il a été envoyé très très tôt. Donc on est censé croire qu'il a promis des milliards à ces gens, et puis directement 2 mois après, il a soudain réalisé qu'en fait, That is a great point, but we'll see what happens. Et ces fameux mails vont devenir l'opération Icebreaker, qui est une initiative entre tous les gens importants chez Activision pour trouver une bonne raison pour virer West et Zampella. Opération Icebreaker quand même, je sais que c'est des Américains et qui vivent pas dans le même monde que nous, mais c'est des grands vice-présidents, ils ont tous 50 ans, 4 gosses et des salaires à 7 chiffres. Ils ont créé une boucle de mails pour virer 2 bugs et ils l'ont appelée Opération Icebreaker. Et le moment le plus drôle de l'opération Icebreaker, elle a été racontée beaucoup plus tard lors du procès par un gars qui s'appelle Thomas Fenady, qui est informaticien chez Activision. Il travaille au service informatique, et un beau jour, il y a le chef juridique d'Activision qui lui dit « Trouve-nous un moyen de lire les mails de West et Zampella. » That's not On a legal, besoin is it? de lire leur correspondance. Il sait pas trop comment faire, donc au début, il va voir Microsoft. Et il leur dit J'aurais besoin des mots de passe de leur compte Microsoft pour avoir accès à leur boîte mail. » Et Microsoft fait « Oui, bien sûr frérot, évidemment, dès que tu reviendras avec un ordre signé par un juge. » Donc il lâche l'affaire Microsoft, et ils contactent une entreprise privée spécialisée en cybersécurité, en leur demandant s'ils peuvent hacker les boîtes mail de West et Zampella. Et l'entreprise dit « Frérot, ce que tu nous demandes est illégal. » What? He was doing all this illegal stuff in the background. I never knew about this, but, you know, he's a billionaire, so I doubt he got any real punishment, did he? But hopefully the contract wasn't voided, but I'm guessing it probably was. Hopefully things work out for them, because to lose out on that much on royalties would hurt. C'est vachement risqué, donc on va pas prendre le job. Il était tellement désespéré, le poteau Fenady, qu'à la fin il a même avoué avoir discuté avec le chef de la sécurité dans le bâtiment d'Infinity Ward pour lui demander s'il pouvait organiser un faux exercice incendie. Tout le monde descend dans la cour, ils oublient de verrouiller leur PC et lui il peut copier leur mail. Il a jamais avoué l'avoir fait. Il a jamais avoué publiquement devant le juge l'avoir vraiment fait. Il a dit on a parlé du plan, on a envisagé le truc, on l'a jamais fait. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi c'est le chef du service juridique qui a donné cet ordre à Fenady? Pourquoi pas n'importe qui d'autre? Parce que le chef du service juridique est un avocat. Et Activision s'est dit, si un jour quelqu'un demande à Fenady de témoigner, on n'aura qu'à dire que cette conversation est protégée par le secret professionnel.
Ce qui n'a pas marché, d'ailleurs. Pendant le vrai procès, le juge a dit ben non, cette conversation n'est pas couverte par le secret professionnel. Et c'est comme ça qu'on a eu le témoignage extrêmement rigolo avec les alarmes incendie et Microsoft. Donc Fenady a jamais avoué avoir déclenché de fausses alarmes incendie, mais le fait est qu'il y avait régulièrement des exercices anti-incendie chez Infinity Ward. Et le fait est que Activision a mis la main à la fin sur les mails de West et Zampella, et ça on le sait à cause de ce qu'ils ont trouvé dedans. Ils ont trouvé que vers la fin du développement de MW2, West et Zampella avaient pris un jet privé affrété par EA pour rencontrer les boss de chez EA et discuter de la création d'un nouveau studio. Et Activision découvre qu'ils sont sur le point de se faire trahir en cherchant n'importe quoi qui leur permettrait de trahir West et Zampella. Donc tout le monde est en train de trahir tout le monde. Et donc le premier argument d'Activision pour le juge, c'est « Regardez, ils étaient sur le point d'emmener tous nos secrets chez la concurrence, donc évidemment c'était normal de les virer. » Et le juge dit « Bah non, ils ont le droit de chercher un emploi même s'ils ont déjà un emploi. Ils ont le droit de parler à EA et de vouloir changer de job même s'ils bossent déjà pour toi. Tu peux pas prouver qu'ils allaient partir avec des secrets. Donc ça suffit pas. » Alors Activision passe à la deuxième méthode, qui est convaincre que West et Zampella étaient bel et bien incontrôlables. Et ils se mettent à énumérer tous les trucs immatures que ces deux-là ont fait pour se plaindre de la façon dont that's actually really sad what they're doing to these guys. Déjà, il devait y avoir un logo Activision qui tournoyait sur l'écran d'accueil de MW2 et il y est pas parce qu'à la dernière seconde, Jason West l'a fait enlever. Pour quelle raison? Et exclusivement pour embêter Bobby Kotick. Ils ont attendu que Treyarch sorte un trailer pour faire la pub d'un DLC pour World at War et ils ont sorti un trailer pour MW2 pile ce jour-là, juste pour que Treyarch fasse 0 vue. Aussi, si vous allez sur la page YouTube d'Infinity Ward et que vous regardez les vidéos qu'ils ont postées au moment de la sortie du jeu, aucun des trailers de Modern Warfare 2 ne mentionne le mot Call of Duty. Ni dans le titre, ni à aucun moment dans la vidéo. Si on en croit cette vidéo, ce jeu s'appelle Modern Warfare 2. Pourquoi? Parce que Infinity Ward était parti dans un délire de vous donner Call of Duty à n'importe qui, donc on veut être connu pour une autre licence, on veut séparer Modern Warfare de Call of Duty. Et chaque semaine, Activision envoyait un mail en disant les gars, vous devez vraiment appeler le nouveau jeu Call of Duty, et chaque semaine, ils postaient une nouvelle vidéo qui s'appelait Modern Warfare 2, et ça faisait péter un plomb à Activision. Malheureusement, on n'aura jamais la joie d'entendre un juge dire qui avait raison, parce qu'une fois encore, ils sont pas allés jusqu'au bout du procès. Un beau jour, tout le monde a débarqué en disant « Vous savez quoi, on a trouvé un terrain d'entente. » Et vous saurez jamais c'est quoi ce terrain d'entente, évidemment. Ils ont tous signé des clauses de confidentialité. Maintenant, il ne peut s'être passé vraiment qu'une seule chose. Il ne peut s'être passé... I mean, I hope they at least got paid a lot of royalties and they got a lot of money from the situation. But, hey, hopefully it all worked out, at least in that aspect. Qu'une seule chose, Bobby a payé des millions et des millions à ses ex-employés pour qu'ils lâchent l'affaire une bonne fois pour toutes avec Call of Duty. Et les ex-Infinity Ward, ils auraient peut-être eu des milliards, plutôt que des millions, s'ils étaient allés au bout du procès, mais ils pouvaient pas se permettre de rester 10 ans en procès avec les 60 000 avocats de Bobby. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une nouvelle mission, ils avaient un nouvel objectif. Ils s'étaient rassemblés à nouveau autour de West et Zampella, bien sûr, dans le nouveau studio qui s'appelle Respawn, et ils voulaient faire ce qu'ils avaient déjà réussi à faire une fois, c'est-à-dire créer une nouvelle série tellement stylée qu'elle fera oublier Call of Duty, de la même façon qu'ils ont déjà fait oublier Medal of Honor. Écoutez, j'estime que du point de vue de la qualité du jeu, ils ont tenu parole. Okay, that part didn't translate, but I assume it's something about Titanfall, right? And Titanfall was a decent game, but it didn't really make that big of an impact. And it kind of is a shame because, you know, for them to get scammed like that, wanted to create the Call of Duty killer. I remember the hype for this game was insane because everyone thought it was going to kill COD, but it was successful, but it didn't really make the impact I think they wanted to. Okay, it did look good, and it was good, Ils ont commencé par but... faire Titanfall, qui était une exclue Xbox et qui n'avait pas de campagne, il avait absolument aucune chance, mais c'était un bon coup d'essai. Et après, ils ont fait Titanfall 2, qui selon moi est le meilleur FPS jamais fait. C'est un des rares jeux que je considère comme parfait. Wait, Titanfall 2, one of the best FPS ever made. I haven't played Titanfall 2. I hear it actually was good, but one of the best, or he said is the best FPS ever made. I actually might have to get Titanfall 2. I'm getting this quite cheap now. I might actually have to pick it up. Qui selon moi est le meilleur FPS jamais fait. C'est un des rares jeux que je considère comme parfait. Je ne toucherais rien à la formule si je pouvais. Je pense que c'est mathématiquement impossible de s'ennuyer pendant une partie de Titanfall 2. Titanfall 2 is that good? L'idée derrière Titanfall est extrêmement simple. C'est Call of Duty, c'était deux choses, courir et tirer. Maintenant qu'on a passé 10 ans à perfectionner tirer, perfectionnons courir.
Et donc faisons un jeu où le simple fait de se déplacer à travers la carte est fun. Faisons un jeu où le système de déplacement est tellement technique, tellement beau, tellement plaisant, qu'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube où c'est juste bouger, tirer sur personne, et juste bouger sur de la musique chill. I mean, he's not wrong, it does look good. On tire vraiment comme sur COD, sauf que comme t'es toujours en l'air ou en train de filer sur un mur, le moindre kill a l'air spectaculaire. Et la profondeur de gameplay est 2 fois supérieure parce que d'un coup la question est-ce que tu bouges bien est aussi importante que la question est-ce que tu tires bien. Alors que c'est extrêmement rapide et extrêmement nerveux, c'est parfaitement jouable à la manette et il y a des titans. Ils ont rajouté des titans pour se séparer un peu de COD, et de fait ils changent beaucoup la formule mais tu peux jouer sans les titans. Et sans les titans, c'est vraiment juste la version la plus aboutie qui soit d'un jeu de tir sur console. I might actually have to pick up Titanfall 2 after this video. I remember Titanfall 1 being decent, but yeah, I never really got into 2. Maintenant, évidemment, on est des années après la sortie de ce jeu, tout le monde connaît toujours Call of Duty, et globalement personne n'a joué à Titanfall. Donc il a dû se passer quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il travaillait sur Titanfall 2, Activision est évidemment pas resté sans rien faire. Bobby sait parfaitement à quoi Titanfall doit ressembler. Déjà, ça fait des années qu'Infinity Ward lui pitch le jeu en lui disant « s'il te plaît, laisse-nous le faire ». Et en plus, entre tous les gens qui sont partis et restés d'Infinity Ward, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, Activision sait pertinemment ce que Respawn est en train de préparer. Maintenant, il y a ton ancienne équipe extrêmement dangereuse qui vient chercher ta place de numéro 1 en faisant un code futuriste avec des grappins et des jetpacks. C'est quoi ton meilleur move? They did it, yeah, Advanced Warfare. Dans ta franchise qui est 100 fois plus connue, tu fais des grappins et des jetpacks. Honestly, I remember them getting a lot of criticism for this game. Like, the game wasn't that good. It wasn't that bad, though. But I remember a lot of people hated the movement for this. Because they're like, this is kind of ruining Call of Duty. Call of Duty Advanced Warfare. But they were smart to do it, at least try. Le premier Call of Duty futuriste est sorti en 2014, ce qui veut dire qu'ils ont commencé à le développer exactement quand les anciens Infinity Ward sont partis. L'année d'après, Black Ops 3, futuriste à nouveau, jetpack, grappin, tout ça, et l'année d'après, Infinite Warfare, toujours la même chose. À ce moment-là, les fans de Call of Duty ont commencé à péter un plomb, parce qu'ils étaient habitués à une certaine variété quand même. I actually think Black Ops 3 did the movement pretty well. I'd say that was probably the best one that tried the movement. The other games, Infinite Warfare and Advanced Warfare, I wasn't really the biggest fan of those ones. D'une année sur l'autre, un jeu à la guerre froide, et puis l'année prochaine, on fera la guerre moderne. Et là, 3 ans ininterrompus de jeu en 2050, avec des gars qui font des bombes de mètres et qui marchent sur les murs. Quand ils ont vu qu'Infinite Warfare c'était encore 2050 et des grappins et des jetpacks, ça a été un des trailers les plus disliked de l'histoire de Yeah, I remember the criticism for this back in the day. Code a perdu 10 day. millions de ventes dans cette période, ce qui est énorme, même pour eux. Et ce n'est pas grave. Parce que quand tu vois le monde comme Bobby, tu as juste besoin de cette place ultra privilégiée de numéro 1, où tu n'as qu'à sortir un jeu décent chaque année pour faire minimum 15 millions de ventes. C'est tout ce que tu dois garder absolument. Et le scénario catastrophe pour toi, c'est pas de perdre 10 millions de joueurs. Le scénario catastrophe, c'est tu es en train de faire un jeu sur la guerre froide, comme à ton habitude, et soudain il y a un nouveau studio dont personne n'a jamais entendu parler qui sort avec un truc qui est frais et qu'on n'a jamais vu avant. C'est Call of Duty mais dans le futur. Et on peut marcher sur les murs et on peut sauter très très haut. Et c'est suffisamment frais et nouveau pour qu'il y ait pas mal de gens qui essayent. Et là, ils découvrent que le jetpack c'est pas saute à 2 mètres de haut et court 3 secondes sur les murs. C'est un système entier qui prend des centaines d'heures à maîtriser et qui fait de toi Superman une fois que tu y arrives. Ils découvraient que les maps, c'est pas des maps ordinaires de code avec 5 murs en plus sur lesquels tu peux wallrun, mais elles sont entièrement pensées pour le nouveau système de déplacement, et elles sont littéralement des parcs d'attractions remplis de rampes de lancement, desquelles tu peux t'envoler. Au passage, ils découvrent que l'équilibrage est beaucoup moins un problème dans ce jeu, parce que la vérité c'est que si tu bouges beaucoup mieux que tout le monde dans la partie, on s'en fout de savoir quelle arme tu as, tu es meurtrier avec, quoi qu'il arrive. Et puis sur un malentendu, le bouche à oreille commence à faire tellement de bruit que l'année suivante, en novembre, c'est plus toi le numéro 1. Ça, c'est le scénario catastrophe. Ça, c'est la seule chose à éviter à tout prix, même si tu dois faire le même jeu pendant 3 ans. Et donc ouais, quand Infinite Warfare est sorti en 2016, il a fait que 15 millions de ventes, ce qui est extrêmement bas pour un Call of Duty. Mais il est sorti en face de Titanfall 2,
qui aux yeux du monde entier ressemblait à un énième Call of Duty. Yeah. Et il a fait 4 millions de ventes. Et Titanfall s'en est jamais remis. Et il y a aujourd'hui encore pas de Titanfall 3. Et la rivalité entre Bobby et ses anciens employés a continué jusqu'à aujourd'hui, dans la rivalité entre Warzone et Apex. Le problème, c'est que Warzone fait 10 fois les chiffres d'Apex, parce qu'il est basé sur code, qui est immense, alors que Apex est basé sur Titanfall, qui a flop. Est-ce que Bobby a tout gagné? Non. Apex flopped. I was never really into Apex, but it's still a massive game and a massive franchise. Obviously not on the level of Warzone, but Apex is really successful, I'd say. Cette affaire. Bah, il a immédiatement remarqué qu'EA venait d'abandonner l'équipe la plus talentueuse du monde. Il les a achetés pour 5 millions. Cette équipe a commencé à faire une franchise à succès et au moment où ils allaient se révolter et lui glisser entre les doigts, il leur a menti juste assez longtemps pour qu'il fasse de lui le plus gros éditeur du monde. Et quand cette équipe est revenue pour prendre sa place de numéro 1 4 ans plus tard, il a éteint leurs rêves en bâclant leur idée pendant 3 ans. Maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que si ce jeu s'était appelé Call of Duty, tout le monde aurait pu le découvrir. Et certains joueurs auraient pas aimé, bien sûr, mais tout le monde aurait été obligé de constater que Call of Duty est plus ambitieux que jamais. Et les médias et les joueurs auraient dit regardez, alors qu'ils sont déjà numéro 1 et qu'ils en ont pas besoin, Infinity Ward continue à faire ce qu'ils ont toujours fait, et ce qu'ils ont notamment fait quand ils ont arrêté la Seconde Guerre mondiale. Ils testent des nouveaux trucs et surtout ils mettent toujours la barre plus haut. Et probablement que le portefeuille de Bobby s'y serait retrouvé à la longue, parce que c'est jamais mauvais pour le business de bluffer la terre entière. À la place, Code s'est assis sur sa place de numéro 1 et il a lentement continué à perdre des joueurs, et évidemment que les ventes se sont pas améliorées quand ils ont lâché le jetpack. Parce que le problème était pas que les joueurs en avaient marre du jetpack, le problème était que les joueurs en avaient marre de jouer tout le temps au même jeu, et le jetpack était fait si paresseusement que ça ne changeait rien. Donc on a eu la déchéance de Call of Duty, on a eu l'oubli Vanguard. de Titanfall, et on a eu 10 ans. Oh, Vanguard, one of the worst Call of Duties of all time. I completely blocked that one out of my mind. I really did forget about that game. That's crazy. De youtubeurs Code qui ont fait la même foutue vidéo à base de « Oh là là, mais qu'est-ce qui est arrivé à Infinity Ward ?» I'm sorry, I actually watch some of these YouTubers, so this bit is kind of funny, like Nero Cinema. I actually do watch his videos sometimes. Parce qu'ils ont jamais compris que le nom d'un studio ça veut rien dire, que c'est trop facile de changer qui bosse dans une boîte, et s'ils avaient pris 2 minutes pour aller voir le seul truc important qui est les crédits à la fin, ils sauraient que les gens qui ont fait les jeux préférés de leur enfance, ils sont partis depuis 2009. Donc je pense pas que Bobby est le grand gagnant de cette histoire, je pense que c'est juste celui qui a perdu le moins. Je pense que si Infinity Ward et Bobby avaient été foutus de s'entendre, les 10 dernières années dans le FPS auraient été nettement plus intéressantes. Wow. What a terrific video. J'espère que ça vous a plu. Un immense merci à tous ceux qui ont déjà rejoint le Patreon, à tous ceux qui partagent, qui regardent. C'est beaucoup de travail, mais vous avez toujours été très bons avec moi, donc j'ai beaucoup de chance. Et un très grand merci à Top Achat aussi, qui finance une partie de ces vidéos et qui accepte de le faire de façon non conventionnelle sans interrompre l'histoire. Ce qui n'est pas commun chez les sponsors. That is rare from a sponsor. Donc voilà, je vous ai mis Shout un out to lien them. dans la description. Si c'est dans vos moyens, prenez-leur un truc, parce qu'ils me mettent vraiment bien. Et ouais, à la prochaine. Okay, we'll watch the credits and then we'll talk about the video. But spectacular video right here. And shout out to everyone out helped make it happen, of course. But this brought back so many memories because I used to love the old Call of Duty games. But we'll let the credits play out and then we'll discuss it after. I like that name, Blob Dylan.
I like the outro music. I hope it puts the song name for this because this just sounds so epic. And shout out to the doctor for the subtitles. They always do a great job. But this video brought back so many memories because I love Call of Duty. I used to love the Modern Warfare franchise, and seeing their rise and about going back all the way to the start, you know, with Rare, GoldenEye, about how that influenced the franchise. And then you go into Medal of Honor, and Medal of Honor back in the day was a big deal. And then I remember they tried to go on modern and it didn't really work, but I didn't really know Spielberg was involved. And seeing the foundation, like the creation of Infinity Ward and how they basically took over the world in such a short amount of time. Like, they go from Call of Duty 2 to Modern Warfare 1 and then Modern Warfare 2. What a jump that is in 4 years as well. I can't imagine anything happening like this, but these games were so good. And I also like World of War and Black Ops, but it does make me sad to see how badly Infinity Ward were treated, because they should be receiving their royalties for their games and the engine that is being used. But then obviously there was that dodgy contract, and Bobby, although Call of Duty isn't really selling like it is and Call of Duty is basically dying, he doesn't really care. I don't think he even cares about the state of the games. He just cares about money, and he's an old guy now. He's probably made billions from this franchise. He probably doesn't care. Like, he's made all his money, he's still got a consistent income. So it don't really matter to him what state the game is in. But it's really sad to see what happened to Call of Duty. And he's right, though, about those YouTubers that make the videos like, what happened to Call of Duty? What happened to Infinity Wards? And it turns out he answered that in this video. So let me know your thoughts about this video. Personally, I feel it was a great video. Done once again by The Great Review. One of my favorites to react to. I did take a little while to do this one because I wanted to be like fully pay attention, and when I'm working I do get a bit tired after work, so I want to focus in my time and take my time and my full attention to watch this video. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.